va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 depuis 16h maintenant, vous le savez, depuis lundi c'est comme ça jusqu'à 18h. Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi et à la cymbale Jérémy Michalak. C'est idiot cette cymbale, mais ça met de l'ambiance en même temps. C'est très con, mais ça nous motive. Et ça comble un beat surtout. Faites attention, la baguette a été ramenée par Ségolène Royal de Chine. Il faut le dire. Et vous avez le président Mao en face de vous. Oui, j'ai reconnu, oui. Gérard Miller. Bonjour, jeune ami. Bonjour, Gérard Vous devez Miller. en connaître, vous, des proverbes chinois, Gérard? Oh, j'en connais beaucoup. Par exemple? Un proverbe que j'adore en Chine, c'est celui-là. La grenouille au fond du puits croit que le ciel n'est pas plus grand que la circonférence du puits. Oula, si en plus faut faire des mathématiques. Mais non, ça veut dire. Moi je connais un proverbe chinois qu'on sert dans certains restaurants, c'est à bon chat, bon repas. Non, et ce que j'adore aussi, le président Mao disait très souvent, quand le sage montre le ciel du doigt, l'idiot regarde le bout du doigt. Montrez votre doigt. Bon, j'ai quelques questions, évidemment, comme d'habitude, pour tester votre sagacité. Ah, peut-être quelques mails avant, des rectifications, parce que on commet évidemment toujours pas mal d'erreurs. Et alors, on va les rectifier tout de suite. D'abord, un compliment à Christine qui dit « Merci, monsieur de Cadbury, d'avoir rallongé l'émission d'une demi-heure. Pendant 2 heures, c'est super, sauf pour les enfants. Ça leur fait une demi-heure de devoir en plus pour que j'aie la paix. Je trouve la nouvelle formule d'On va se gêner super pleine d'humour, dit Célia. Je vous écoute tous les jours. Quelle équipe formidable. Je voudrais vous dire que Mustapha, justement ça tombe bien, c'est sur vous, devrait arrêter de rire parce que vraiment c'est insupportable sa façon de se marrer. Je suis d'accord, j'ai entendu ce matin, ça m'a fait peur. Mais ça c'est un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Vous vous entourez des meilleurs collaborateurs. Mais comment se fait-il que la quasi-totalité de vos collaborateurs aient des rires absolument stupides? On dit à la con même dans ces cas-là. Oui, la con, non, mais c'est rire à la impressionnant. con. Jérémy, j'ai aussi une petite rectif pour vous. Sébastien Follin est réunionnais et non pas antillais comme vous l'avez dit. Oui, je voulais dire qu'il nous vient des îles. Ah ben oui, mais c'est pas tout à fait le même endroit. Oui, c'est vrai, on parlait de la Martinique, où il y a une charmante animatrice de météo. Effectivement, j'ai dit, eux, ils gardent les bonnes, ils nous envoient Sébastien Follin, mais je parlais des îles en général. Lui, il vient de la Réunion, tout à fait. Donc, et non pas des Antilles. Autre erreur, à Montpellier, on ne brûle pas les sapins, comme je l'ai annoncé hier. La communauté d'agglomération a proposé aux habitants de Montpellier de rapporter les sapins dans des déchetteries en échange d'un sac de 50 litres de compost. Voilà, mais on ne les brûle pas pour faire des feux de joie. C'est dommage parce que c'est joli les feux de joie. Et le fait de brûler des sapins de Noël est une tradition qui vient d'Alsace, Charlotte de Turckheim. Vous saviez ça? Pas du tout. Alors, mais t'as pas vécu en Alsace quand t'étais Je n'ai jamais vécu en Alsace. C'est très bien l'histoire d'offrir du compost. C'est exactement comme à l'époque où on rapportait les bouteilles et ils étaient consignés. C'est-à-dire que le fait de rapporter quelque chose et de recevoir quelque chose en échange fait que les gens sont plus écologiques. On peut rapporter des pommes pour avoir du compost de pommes. Non mais ça se fait depuis très longtemps dans les pays qui sont très pragmatiques. Par exemple à Copenhague, les poubelles sont divisées en deux. Il y a d'un côté ce qui se brûle et qui est donc valorisé par le chauffage urbain et l'autre qui est compostable. Et chaque année, quand on amène ses impôts locaux, comme preuve qu'on est citoyen de Copenhague, habitant de Copenhague, on reçoit en échange 20, 30 ou 40 litres de terreau. Et il y a aussi un truc qui est nouveau, je sais pas si on vous en a offert, mais alors moi j'en ai déjà quelques sacs, donc maintenant c'est bon, arrêtez de m'en offrir. On m'offre maintenant du vieux marc de café. On met dans les plantes. C'est très bon contre les pucerons. Oui, voilà. Le pied des rosiers. Ça c'est très bien. C'est cadeau aussi pour savoir si c'est Sarkozy ou Ségolène Royal qui va être élu. Donc, les gens, ils viennent dîner chez toi et ils ont récupéré du café à côté, un espèce de vieux sac dans lequel il y a du marc de café pourri. Autre précision, hier j'ai annoncé et lancé le disque Henri Salvador et Gilberto Gil et non pas Gilberto Gil comme j'ai essayé de le faire parce que je pensais mettre l'accent. En portugais, les J et les G ne se prononcent pas re, c'est en espagnol que cela se prononce ainsi. Pourtant, merci. J'ai essayé de vous dire que c'était Gilberto Gil. Et vous persistiez. Et puis, autre erreur de prononciation à propos, c'est de la personne qui a été sauvée grâce à son téléphone portable en voulant se suicider en tombant sur une corniche quelques mètres plus bas. Le nom du village où ça s'est passé se prononce Odingan et non Odingen, comme je l'ai dit, dans le Pas-de-Calais, Odingan et non Odingen. Voilà, j'ai fait, je crois, toutes les rectifs possibles pour l'émission d'hier. D'autres questions maintenant pour l'actualité d'aujourd'hui. Attention Gérard, vous êtes sur les starting blocks. Écoutez, depuis 5 heures du matin. Patrick Daudin a été le premier hier, on a eu le nom du dernier. Ah, alors là je sens que ça sèche. Aïe aïe aïe.
Ah non, parce que j'ai vu que Jérémy Michalak préparait particulièrement bien l'émission et lisait les journaux avec attention. C'est alors le Paris-Dakar. J'ai corsé. Bravo, Bonaldi alors. Le premier et le dernier, le premier français et le dernier français. Non, le premier pas motard, du tout. le dernier motard. Non, c'est plus triste que ça. Ah, le premier et le dernier mort. Exactement. Patrick Dodin a été la première victime du Paris-Dakar en moto en 1979 et hier, effectivement, on nous a annoncé aussi le décès du Sud-Africain Elmer Simons, victime d'une chute alors qu'il avait 30 ans. On reparlera du Dakar un peu plus tard dans l'émission avec Jean-François Derek. Il y a malheureusement une grande différence entre les deux. C'est-à-dire que celui qui est le premier, il restera le premier. Malheureusement, le dernier, il restera pas le dernier. Il risque d'y en avoir d'autres, des motards et même parfois des enfants aussi victimes du Dakar. C'est une excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ah oui, bravo. Alors là, c'est plutôt Gérard Miller qui peut avoir la solution, lui qui connaît bien et qui manie particulièrement bien le français. Je m'en suis d'ailleurs encore aperçu dans le Parisien dimanche ce week-end, Gérard, parce que vous m'avez appris un mot. Je vais peut-être avoir l'air bête là, mais je connaissais frustre et j'employais ou rustre, mais je ne connaissais pas le mot et l'adjectif frusteux. Et vous avez dit à propos des astrologues, justement, qu'ils avaient une grille de lecture très frusteux. Ça veut dire quoi, fruste? Élémentaire, simpliste. Alors j'ai un mot plus intéressant dans l'actualité pour vous, un mot qui a été prononcé par qui? C'est ma question du jour. Quelqu'un a prononcé le mot écrouel hier. Qui a prononcé le mot écrouel et à propos de qui? Samina Seri, il a été écrouel? Non. Il y en a un qui adore les mots comme ça à l'ancienne, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a dit écrouel. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, écrouel? Oui, c'est une question de prison. Non, pas du tout. C'était pour pour soigner les gens. Bravo, oui, allez-y. Les hommes saints ou les rois réussissaient à... Bravo, c'est exactement ça. Les rois de France étaient censés guérir les écrouelles par attouchement le jour de leur sacre. Des écrouelles sont des lésions cutanées dues à la tuberculose à l'époque. Et on pouvait effectivement guérir par positionnement des mains, des écrouelles, enfin on pouvait... Et ça tu vois, Michalak, même quand on se lève très tôt le matin, on ne peut pas savoir ça. Et on dit aussi des fois une écrouelle frustre. Alors la question c'est qui a prononcé le mot écrouelle, hein? Vous m'avez toujours pas donné la réponse maintenant qu'on sait ce que c'est. Non, pas Villepin. Et à propos de qui? Ah écoutez, certainement à propos de Ségolène Royal. Ouais. Et peut-être Sarkozy. Non, pas du tout, mais c'est dans cet ordre d'idée. C'est un sarkozyste. C'est quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre. Copé? Non, pas Copé. Bayrou? Non. Un truc sur les rois, Philippe de Villiers? Faut aller du côté de l'écologie, là. Ah oui, Hulot, non. Alors, pas Hulot, mais c'est à propos de Nicolas Hulot. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi, c'est Dominique Voynet, qui hier a déclaré « Nicolas Hulot ne guérit pas les écrouelles, rien ne se fera par magie ». Elle a de la culture, Dominique Voynet. Non, c'est une bonne idée, la sortir des mots que personne ne connaît pour récupérer des voix, ça peut marcher. Mais non, parce que sa fille est à l'école et qu'actuellement, au programme des CM1, il y a Saint-Louis et Saint-Louis sous son cerisier, là, sous son arbre. Non, pas son cerisier. Son cerisier. Un chêne, sous son chêne. Effectivement, guérissait les écrouelles. C'est dans le... Il y a un blanc ici, on sait qui c'est en tout cas. Aristide Boucicaut a inventé ça. C'est facile. Alors allez-y. Le grand magasin. Le grand magasin. Non, mieux que le grand magasin. Enfin, le bon marché. Les soldes. Excellente réponse de Jérémy Michalak. On apprend des choses, hein. C'est un vendeur de châles au départ, Aristide Boucicaut. Il est né en 1810, mort en 1877. Il a effectivement créé le fameux Bon Marché, un grand magasin au sens moderne, avec des articles à bon marché, mais surtout les soldes des stocks invendus. Et évidemment, on reparlera des soldes un peu plus tard dans l'émission avec Charlotte de Turckheim. On voit partout dans la presse Kate Middleton, c'est qui? Bien sûr. C'est la petite amie du prince William. Excellente réponse de Jérémy Michalak. On en parlera aussi un peu plus tard. Ah, il y a quelque chose d'assez amusant dans la presse aujourd'hui. C'est une phrase incroyable. Je vous demande de me dire qui a prononcé cette phrase. C'est quelqu'un, c'est dans le Canard enchaîné. Alors attention, je le mets évidemment avec des guillemets. Et dans le Canard enchaîné, on n'est vraiment jamais sûr que ça a été réellement prononcé. Mais là, je pense qu'il y a de fortes chances. Je vous dis la phrase. Au fond, la France est gouvernée par 4 nanas. Claude Chirac, Ségolène Royal, Cécilia Sarkozy et Laurence Parisot, la patronne des patronnes. C'est pas mal hein, quand même comme phrase. La France est gouvernée par 4 nanas, Ségolène Royal, Cécilia Sarkozy, Claude Chirac et Laurence Parisot. Qui a bien pu dire ça? Santini? Non. Alonso, Isabelle Alonso. Est-ce que c'était ironique d'abord? C'était ironique évidemment. Ah oui. C'était même machiste pour tout vous dire. C'est dans la sphère politique. Oui, mais c'est pas non plus, c'est pas totalement idiot non plus. Non. On n'a pas dit Claire Chazal, hein. C'est quand même clair qu'elle n'a pas le poids de PPDA. C'est un politique ou un économiste? Un politique évidemment. Pas un politique. Ah ouais. Machiste, qu'est-ce qui se permettrait? Donc c'est forcément plutôt à l'extrême droite. Non, c'est même à gauche. C'est un candidat? Ah bon? C'est pas un candidat, non. Quelqu'un qui s'est fait éliminer au Parti Socialiste pendant
la primaire. Non, vous devriez le trouver tout de suite parce que vraiment le plus macho des socialistes, c'est qui? Fraîche? Non. Le plus macho, c'est pas Emmanueli, le plus macho spécialement. C'est pas Attends, on va le trouver là. Le plus macho. C'est pas Bertrand Delanoë. Socialiste, c'est drôle, son nom doit être absolument évident. Bon, si je vous dis qui porte le cigare. Charras. Michel Charras, excellente réponse. Bravo. Ouais, Michel Charras, c'est bien une phrase à la Charras. Ah, mais j'aurais pas mis dans les machos, lui. Ah bon? Ah bah évidemment, il est très anti-Ségolène Royal. Oui, mais c'est pas, on peut être anti-Ségolène et pas seulement parce qu'elle est, Ah oui, je l'aurais pas mis dans les machos. Qui couche avec Brigitte Bardot? Paris Hilton. Excellente réponse. Quoi? Expliquez, Jérémy Michalak. C'est Paris Hilton qui a un singe avec lequel elle dort et elle l'a baptisé Brigitte Bardot. Voilà, elle couche avec Brigitte Bardot, c'est le nom de son singe. Ça doit pas lui faire plaisir à Brigitte Bardot quand même qu'on appelle... Bah, écoute, si, elle défend tellement les animaux qu'elle doit être contente. Ah oui. Non, c'est bien quand même, Jérémy, savoir que le singe de Paris Hilton, on voit où est la culture quand même. C'est sûr, ouais. Moi j'ai lu Le Monde, il y avait rien de ça là-dedans. C'est Charlie Hebdo aujourd'hui. J'ai encore 2-3 questions. Tiens, alors là c'est assez intéressant. C'est encore une phrase, une jolie phrase prononcée par quelqu'un. Par qui? C'est ça ma question. Qui a dit « J'ai été privé de dessert, mon fondant au chocolat, le voici ». Ah, je sais très bien qui c'est, ça, c'est terrible. C'est dans l'actualité, évidemment. C'est dans Libération aujourd'hui. J'ai été privé de dessert et voilà mon fondant au chocolat. Il vient de trouver l'âme sœur? Non, pas du tout. Qui ça peut bien être et qu'est-ce qu'il nous apporte en échange? Il apporte quelque chose à l'ensemble des Français? Oh, bah, ceux, en tout cas, qui voudront bien aller voir. C'est quelqu'un qui n'a pas été sur scène ou qui n'a pas joué depuis un certain temps au cinéma. Pas au cinéma. Alors, au théâtre? Non. À la télévision? Non. Au foot? Au foot, oui. J'ai dit ça au hasard, donc Maintenant t'es dans la merde. Pas joué au foot depuis Alors, qui a longtemps. été privé de dessert au foot? Ficage de Rasso? Bravo, excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Logique. Et pourquoi il a dit ça? Puisque dans Libération aujourd'hui, on nous fait toute une page sur son fameux film qui va enfin sortir. On a la date le 14 février prochain. C'est que pendant la Coupe du Monde de football en Allemagne, il a filmé, vu de sa chambre, eh bien on va dire son malaise, son ennui et le fait qu'il ne joue pas au foot. Il paraît d'ailleurs que c'est assez intéressant dans le film parce qu'on voit qu'au début il y croit encore, au point même que on le voit à peine lui sur le film parce que c'est le réalisateur Fred Poulet qui n'a rien à filmer. Puis ça l'intéresse pas de Rasso de se faire filmer pendant la Coupe du Monde parce qu'il se dit moi je vais jouer quoi. Et puis petit à petit, plus le film avance, plus on le voit évidemment parce que moins il joue. Et voilà comment il présente son film. Je trouve que c'est assez joli quand même, c'est assez fin. Il dit j'ai été privé de dessert, mon fondant au chocolat c'est ce film. C'est joli hein. C'est joli, oui. Bravo Bonaldi en tout cas. Ah, le réseau Sentinelle et le réseau Au Secours nous préviennent de quelque chose. De quoi? La gastro? Excellente réponse. C'est tous les ans pareil. Là, c'était facile, chef. Voici c'est tous mon les ans la fondant même au chose. chocolat. Oh, la liaison. Et oui, la traditionnelle épidémie hivernale de gastro devrait atteindre son pic d'ici une semaine. Pour l'instant, la grippe est encore en dessous du seuil épidémique, mais le réseau Au Secours des services d'urgence hospitalière et le réseau Sentinelle de l'INSERM nous avertissent que déjà 420 000 personnes ont visité leur médecin généraliste dans les 15 derniers jours pour un problème de gastro. Faut s'en méfier quand même de ça. Hein. Il faut se laver les mains. Surtout après. Non, mais on est mercredi. Les enfants nous écoutent. Lavez-vous les mains avant d'aller à table. C'est un truc tout bête. Une question que j'ai trouvée dans le courrier des lecteurs de Télérama qui sort aujourd'hui en kiosque. On est quand même dans la seule radio où le type lit à l'antenne le courrier des lecteurs de Télérama. Ah mais moi je cherche Il a partout. une conscience Je professionnelle. fouine à un point. C'est un des courriers des lecteurs les plus célèbres, celui de Télérama. Oui, parce qu'il est souvent drôle. Oui. La rubrique s'appelle Ça va mieux en le disant dans Télérama. Et ils sont souvent malins, les lecteurs de Télérama, il faut bien le dire. Et quelqu'un écrit donc à Télérama, il s'appelle Nicolas Ledu, il habite Le Croisic, et il dit Yvonne, Claude, Anémone, Daniel et Bernadette ont été les premières dames de France. Va-t-on appeler François Hollande le quoi? Il trouve une idée de comment on pourrait appeler François Hollande si jamais Ségolène Royal était... Le premier monsieur de France, mais ça serait pas Pas le premier monsieur, mais on n'est pas loin. Le premier homme de France? Non, presque le premier monsieur, c'est assez joli. Le premier gentleman? Sieur. Le premier sieur de France. Excellente réponse. Bravo, Charlotte et Gérard Miller. C'est pas mal le premier sieur de... Ah oui, c'est joli. Ça revient à l'origine du mot, monsieur. Faut pas rapper en même temps. Hein. Le premier sieur de France. On peut peut-être trouver mieux quand même je pense, que ça. Ah, moi, je trouve ça très joli, le premier sieur de France. Oui. Mon côté aristo aime ça. C'est très chic. Oui.
Il y a une série sur M6 où le président des États-Unis est une présidente des États-Unis et monsieur, c'est pas le First Lady, c'est le First Man. Je vous ai donné tout à l'heure une brève de Charlie Hebdo. Il y en a quelques autres très drôles. Je vais vous les faire maintenant puisque je vous en ai déjà dévoilé une à propos de Samina Seri. Il y en a une autre. Après Taxi 4, Samina Seri pense tourner Panier à salade 5. 700 000 Français rouleraient sans permis, nous disent les journaux. Ils seraient moins cons, ils rouleraient sans voiture, ajoute Charlie Hebdo. Et Nicolas Sarkozy a reçu le gouvernement pour le traditionnel petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. Charlie ajoute, Michel Alliot-Marie est venu avec son goûteur. On se retrouve après la pub. Attention, nous sommes là depuis 16h et jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller et Jérémy Michalak. Et consciencieuse qu'elle est, Charlotte de Turckheim est allée hier dans un grand magasin pour voir comment les soldes se préparaient, puisqu'on parle que de ça ce matin. Hein, voilà, parce que pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi les soldes c'est une énigme. Est-ce que vous faites les soldes, vous messieurs, autour de cette table? Ben non, on n'achète pas d'habitude, on va pas. Donc, alors moi les soldes c'est quelque chose que je ne fais pas et en plus je trouvais que c'était un peu idiot de faire les soldes. Eh bien, je me suis trompé. Il y a un type dans le 16e arrondissement qui a commencé plus tôt que les autres le week-end. Il a fait la chasse aux bonnes affaires, mais en tirant avec un fusil. Parce que pour les syndicats, évidemment, cette année, c'est le drame. Parce qu'en plus de ça, les soldes commencent, les magasins vont ouvrir plus tôt, fermer plus tard. Et même, il va y avoir une nuit des soldes jeudi. Mais selon le CREDOC, qui est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, eh bien, les soldes est un bien pour l'être humain. Ah Pourquoi ? Oui. En effet, celui qui fait les soldes, c'est-à-dire quand même plus de 53% des Français, a un vif sentiment de compétence et d'intelligence. Oui. Il le ressent comme une victoire sur le commerçant et a l'impression de remporter aussi une victoire sur le système de consommation. Ça s'appelle auto-valorisation par achat malin. Voilà, La plus maligne, c'est le terme générique du marketing. Hein. La plus maligne, ça a été Ségolène Royal. Elle est allée en Chine, c'est quand même 20 fois moins cher qu'ailleurs. Exactement. Et le paradoxe des soldes, pour moi, c'est que t'achètes plein de fringues, mais enfin, tu finis quand même à découvert. Oui, parce que vrai. moi, ma banque, aujourd'hui, enfin, quand j'ai fait les soldes, elle solde plutôt mon compte qu'autre chose. Le seul endroit dans lequel il n'y aura pas de solde, c'est en banlieue. Ah oui? Oui, parce qu'il redoute une flambée des prix. Alors, il paraît, vous avez vu ça, qu'il y a des étiquettes de couleurs maintenant pour bien s'y reconnaître dans les soldes. Vous Alors avez vu? absolument. Donc pour bien s'y retrouver dans les soldes, il y a point bleu, c'est moins 30%, point de vert, moins 40%, point rouge, moins 50%, point noir, ah non, ça c'est les moins de 18 ans. Alors c'était comment dans le grand magasin hier? Alors donc j'étais un peu voir des vendeurs de magasins en leur demandant, racontez-moi un peu ce qu'il faut faire pour être plus malin que les autres, puisque de toute façon, c'est donc, et puis c'est un rite social, je lis aussi que c'est un rite social maintenant très important. C'est vous dire quand même si on est tombé quand même assez bas. Et c'est aussi important que Noël, la fête des mères ou la Toussaint. Vous vous rendez compte quand même? Ah bah, c'est vrai que les chrysanthèmes ont des soldes en janvier. Parce que on va au cimetière qu'au mois de novembre. C'est horrible de penser que pour les Français, si vous voulez aller fêter les morts ou la Toussaint, ça a la même valeur, si vous voulez, sociale, ça me paraît. Ce sont les vendeuses qui râlent surtout pendant les soldes, non? Ceux que j'ai vus hier, ils se marraient en fait du comportement des gens. Des clients. Alors des clients. Alors d'abord dans les trucs, il me disait que l'année dernière, il y avait deux copines qui sont rentrées, les deux meilleures amies du monde, bras dessous chez H&M, boulevard Haussmann, et ils ont failli appeler les flics parce que les nanas s'entretuaient, hurlaient dans le magasin. C'est la guerre. Mais ouais. Mais c'est cogné alors dessus. Que moi je fais les soldes bras dessus, bras de Pitt. Hein. et elle se tapait dessus, elle se hurlait dessus pour une robe. Ah oui, oui. En plus, ça coûte rien même tout au long de l'année chez H&M. Il y a genre 80% de réduction. Voilà. Et donc après réduction, c'est eux qui doivent de l'argent des fois. Donc je me dis peut-être que dans le fond, la meilleure des choses, c'est d'aller faire les soldes chez les soldeurs. Parce qu'en fait, quand même dans les trucs qui sont assez absurdes, c'est qu'il faut savoir que les choses qui sont vraiment intéressantes et qui ont vraiment de la valeur, comme il y a des choses qui ne se soldent jamais, c'est-à-dire que les choses que tout le monde ont vraiment envie d'avoir, comme par exemple le 501 de chez Levi's, la dernière. Ça c'était dans les années 80, ça. Non, toujours aujourd'hui, le 500 de chez Levi's n'est jamais soldé. La dernière collection de lunettes Oakley n'est jamais soldée. Et là, vous pouvez faire toute l'avenue Montaigne, il n'y a pas de solde. Oui, c'est l'avenue Montaigne, c'est normal, c'est les grandes, mais si tu veux, marques. C'est là-dessus que, là, ça serait intéressant si tu veux, 80%. Alors, les frais, tu comprends? Là, c'est vraiment intéressant. Mais quand t'as 80% chez H&M d'un truc qui vaut déjà 5 €, tu vois? Bon. Donc, les gens se battent littéralement pour faire des économies Les pauvres sont d'une connerie. Vous avez raison, Charlotte. Mais ces gens qui gagnent presque rien et qui se battent simplement pour gagner 5 ou 6 €. Et alors là, vous avez raison, c'est que les gens qui font le plus les soldes, ce sont ou bien les très riches ou bien les plutôt pauvres. Et surtout,
surtout les familles avec enfants. Parce que là, évidemment, ça vaut le coup. Bah oui. Mais alors, ce que me disait le gars, ce vendeur, c'est que ce qui est très important, c'est s'habiller en conséquence. C'est-à-dire que quand on va faire les soldes, il faut pas... C'est où l'adresse de ce magasin? Comment tu t'habilles toi en conséquence? C'est quand même marrant parce qu'il y a des gens qui arrivent. Alors, il faut pouvoir... le but, c'est de ne pas passer par la cabine d'essayage. Parce que si vous passez par la cabine d'essayage, vous perdez du temps. Donc, la première chose à faire, c'est que vous y allez la veille. Vous allez la veille... D'ailleurs, vous rentrez, vous, dans une cabine d'essayage? Oui, je rentre pour con dans une cabine d'essayage. Vous devriez avoir tout le magasin, sa cabine d'essayage. Espèce de charasse. Exactement, espèce de pauvre charasse. Donc, alors, en fait, ce qu'il faut surtout... Tu arrives la veille. Le truc, je donne tous les trucs. D'abord... Quand Charlotte rentre dans une cabine d'essayage, il y a des gens qui disent, tiens, une gonzesse avec un tchador. Ah, elle est drôle, celle-là. Alors, d'abord, on l'appelle Tchador de Turkheim. Allez-y, Charlotte, pardon. Alors, sachez d'abord qu'il y a des gens, moi ça m'hallucine ça, qui attendent à partir de 6h du matin. Oui. Qui campent devant les magasins. Le truc, c'est que vous arrivez la veille. Donc, il doit y avoir des soldes Canal Saint-Martin. Oui, justement, je me disais, pour les plus malins, peut-être récupérer quelques tentes de enfants de Don Quichotte. Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça toujours, hein? Attention, je vous vois venir. Je vois la vengeance poindre. Il n'y a pas que ça qui pointe d'ailleurs chez vous. Je suis bien au-dessus de là. Alors donc. Alors, ce que font les gens, c'est qu'ils viennent la veille, ils repèrent les trucs et ils les planquent dans des endroits non, du moi magasin. je les vole directement et je reviens les payer quand je suis sûr que c'est pas cher. Ça s'appelle de l'honnêteté. Bah oui. Et alors, tu sais ce qu'ils font? Donc, tous les soirs, quand ils ferment le magasin, ils cherchent partout dans le magasin. Ah oui? Et ils trouvent des trucs planqués partout, sous les trucs, dans les cabines d'essayage. Dans les faux plafonds. Dans les faux plafonds. Enfin, partout, il y a des trucs. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je savais, effectivement, on l'avait entendu, que les clients planquaient la veille des soldes les articles qu'ils voulaient, mais j'ignorais en revanche que les vendeurs le soir, ça c'est intéressant. Oui. Alors, en fait, recherchaient les trucs qui avaient été planqués. En fait, le mec est mort de rire parce que dès que le magasin est fermé, il paraît qu'il fouille partout et que les gens sont d'une ingéniosité. Ils mettent les vêtements, ils en mettent les uns dans les autres. Ah oui. Comme ça, ils se disent, les mecs, alors les vendeurs voient pas, et puis évidemment le truc qui les intéresse est dessous. Et puis alors surtout, donc le truc vachement important, c'est d'arriver habillé en conséquence. C'est-à-dire, surtout pas de godasses à lacets, des mocassins ou l'idéal des tongs. Oui, pour les enlever vite. Pour pouvoir les enlever vite. T'arrives à poil, c'est mieux. Tout le monde s'écarte en plus. Comme quand Samina Seri rentre chez lui, il a pas de lacets. Hein. Et ce qu'il faut, c'est pas de vêtements, alors pas de fermeture et pas de boutons. Évidemment, on perd beaucoup son. L'idéal, si vous voulez, c'est une espèce de grand vêtement ample, une grande robe, une djellaba ferait l'affaire, par exemple. Voyez. Ah mais il te fouille à la fin si tu rentres en djellaba. Alors, c'est le problème. Moi, je suggère, vous savez, ces espèces de trucs en éponge qu'on se met à la plage pour changer de maillot de bain. Ah oui, je vois. Voilà. Ah oui. Évidemment. Tu vois, tu te souviens quand on en fait ça? Tu sais, nos parents, on avait ça quand on était petits. Un espèce de truc en éponge avec un scratch. Si bien si tu vas faire les soldes dans le métro, t'as pas l'air d'un con. Voilà. Et alors, surtout, alors j'allais vous dire, évidemment, ne faites pas l'erreur, pas de sac. Pas de portable, pas de choses qui vous encombrent les mains, parce qu'il faut pouvoir jeter ses petits doigts crochus dès qu'on voit. Oui, parce que si tu gagnes 20 francs sur une robe et que tu perds ton portable, ça n'a pas d'intérêt. Il faut quand même le dire. Donc, on a sa carte bleue et uniquement sa carte bleue. Soit on se la met directement dans le soutien-gorge, soit derrière l'oreille si on a la chance d'avoir des grandes oreilles, mais surtout pas. Non, c'est intéressant ce que vous donnez comme information. On sait où vous cachez les objets précieux. Si on veut quelque chose, il faut aller là où là, d'accord. Exactement. Et sinon, si vous n'avez pas une grande robe ou une robe de plage, etc., un grand sac poubelle de 100 litres, j'ai pensé, pouvait faire l'affaire. Vous mettez deux. Avenue Montaigne, c'est classe en plus. Alors là, je vous dis tout de suite, Avenue Montaigne, c'est pas la peine d'y aller. Chaque fois qu'il y a vraiment des réductions, des choses intéressantes. Par exemple, chez Habitat, alors tout est soldé, sauf évidemment les choses les objets que les gens veulent le plus. Ça, c'est pas soldé. C'est pas soldé. Donc, oui, normal, mais enfin, finalement, moi, j'ai quand même un peu l'impression que dans les magasins, ils soldent que les merdes, non? Tout ce qui est à la mode, j'étais voir dans les magasins, est quasiment vendu. Alors, cette année, par exemple, là où vous pouvez faire des affaires, c'est surtout qui n'ont pas été vendus, donc qui n'intéressent personne. C'est-à-dire, les doudounes et les manteaux, parce qu'il fait très doux. Ah ouais. Alors, Ségolène, elle en a une, les magasins elle est sont très classe. remplis de doudounes et de manteaux. Je vous propose un top 5 alors sur les soldes, Jérémy et Mustapha. C'est parti pour le top 5. Voici le top 5 des bonnes raisons de faire les soldes et on commence bien sûr avec le numéro 5. Alors, avis aux amateurs de doudoune, grosse promotion sur le modèle Ségolène Bibendum. Une doudoune qui connaît un gros succès auprès des enfants chinois, normal, c'est eux qui la fabriquent. Numéro 4.
C'est l'occasion de refaire sa garde-robe. Mais ne vous jetez pas non plus sur les anoraks et autres pulls en mohair. N'oubliez pas le réchauffement climatique. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ok, nos petits-enfants vont crever sous des tonnes de flotte, mais nous, on s'en fout, on va bientôt pouvoir fêter Noël en t-shirt. Numéro 3. Événement inespéré, déstockage massif sur les slips Rocco Siffredi. Pas les slips kangourous, mais les slips éléphants. C'est ceux qui ont la place pour la trompe. Oh non. Pour les amateurs, la vente s'effectue chez Rocco, mais méfiez-vous, il y a déjà la queue. Numéro 2. Quai Saint-Martin, une certaine association vend des centaines de tentes à moitié prix. C'est bien, ça sert toujours une tente. Alors attention, en revanche, le SDF est vendu séparément. Numéro 1, enfin. Pour les amateurs de littérature, jetez-vous sur le dernier ouvrage de Pascal Sevran. À chaque livre acheté, un DVD de Dieudonné offert. C'était le top 5 de Michalak et Mustapha. Super. Dites, vous savez qu'on est un peu impressionné cet après-midi ici à Europe 1. On fait pas de pub trop souvent, j'espère. En tout cas pour l'émission, on a tout essayé. Mais là, ce soir, on est un peu impressionnés tous parce que nous recevons ce soir dans l'émission télé Will Smith. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est quand même pas le vrai, hein, pas Will Smith. Je veux dire. C'est joli. Ça. Ah non, c'est chouette. Hein. Il vient en France pour un film qui s'appelle À la recherche du bonheur, The Pursuit of Happiness, en version originale. Le film sortira seulement en février, mais c'est aujourd'hui qu'il est à Paris. Et il sera chez nous ce soir, tout à l'heure, là, entre 19h et 20h. Et là, comment vous allez faire? Vous allez parler avec une petite oreillette? Parce que votre anglais, quand même, je voudrais pas... Eh oui. Moi, j'aurais pas la balle. Comment vous allez faire? Hi, Will Smith! Et il va me faire des confidences sur l'oreillette. C'est bien, bouge plus. Mais Laurent n'a pas tout dit. C'est vrai que dans l'émission, tout à l'heure, on aura Will Smith, mais on aura aussi Gérard Carrérou. Non. Ça fait pas le même effet, c'est marrant. Oui, Gérard Carrérou, il vient pour nous dire que lui, il est quasi persuadé que le président Chirac sera effectivement candidat à l'Élysée. On est plusieurs à penser ça. Vous avez vu qu'il y a eu du rififi hier à l'Assemblée entre les députés et Dominique de Villepin. Nicolas Sarkozy a eu un mot d'ailleurs assez amusant d'après le Canard enchaîné. On lui a dit mais il paraît que certains Chiraciens ne vous soutiennent pas. Et il a dit, Sarkozy, peut-être c'est pas la peine de mettre un S à il. Et évidemment le il au singulier qu'il vise, c'est avant toute chose le Premier ministre. Gérard. Ah non, mais on n'a pas idée de ce que va être la lutte interne, parce que les plus jeunes ne se souviennent pas évidemment de ce qu'ont donné des luttes internes précédentes et la façon dont Chirac systématiquement quand même a trahi son camp, en tout cas à plusieurs reprises. Ça va être formidable. Mais hier à la réunion de l'UMP, quand des députés disent à leur Premier ministre va te faire élire, c'était violent là-bas. Hein. On va te faire élire, c'est violent. Ouais. Non mais Joe Stern n'a qu'à bien se tenir. Va te faire élire. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser que quand même que Chirac a l'air tellement de jubiler à l'idée d'avoir foutu la merde à ce point-là. Parce qu'ils sont quand même tous en train de s'entretuer, quoi. Et il était proche de se faire huer ou siffler hier. Qu'est-ce que vous pensez, Gérard, du slogan de Nicolas Sarkozy? On a évoqué hier, évidemment, ce nouveau slogan que normalement on ne découvrira que dimanche prochain, lors du fameux sacre, non pas un sacre royal, mais un sacre Sarkozy. Et ce slogan, alors, avec Nicolas Sarkozy, tout devient possible. Moi, je le trouve très bon. Non, tout devient possible. Et je le trouve très bon. Je dois dire que pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur slogan de la campagne. Moi, je trouve excellent. Avec Sarkozy, tout est possible. Ça aurait été le slogan de la SNCF. C'était la SNCF. C'est possible. Mais c'est vrai, avec la SNCF, tout est possible. Slogan d'ailleurs qui avait, et là il va falloir que Nicolas Sarkozy soit prudent, qu'il vérifie d'ici à dimanche prochain, parce que slogan de la SNCF, c'est un auditeur qui nous a appelé pour nous dire ça, qui avait causé quelques ennuis à la SNCF, parce que c'est un slogan qui avait déjà été inventé par quelqu'un d'autre, et je crois que la SNCF avait été obligée de payer des indemnités à l'inventeur de ce slogan. C'est possible. Il y avait un détournement formidable. C'est sûr, là, c'est possible. Un détournement formidable des lunes à l'époque avec un épicier qui s'appelait Hassan CF, et on y allait chez lui, tu sais, dans le genre dépanneur du coin, tout est possible. Hassan CF, c'est possible. Il avait un problème. Chaque fois que la SNCF sortait ce slogan, paf, il y avait une grève. Et là, avec Sarkozy, c'est tout devient possible. Ouais, puis s'il veut vraiment piquer un slogan de la SNCF, il y en a un autre encore, hein, pour mieux résumer peut-être même sa politique sur les clandestins. C'est à nous de vous faire préférer le charter. Moi, j'aimerais bien. Un autre, alors, c'est au commissariat, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. J'aimerais bien à ce moment-là que Sarkozy reprenne un autre slogan de la SNCF, c'est le progrès ne vaut que parce qu'il est partagé par tous. Que s'il est partagé par tous. C'était un très très beau slogan. Très joli slogan éthique à l'époque de la SNCF. Et ça serait bien que Sarko le reprenne. Oui, moi j'ai un slogan s'il veut récupérer les voix de tous les clochards. Ah oui. Notre viande est Karcher. Il y avait un slogan que j'aimais bien aussi quand Air Inter était sans arrêt en grève, c'est Air Inter, c'est vraiment du vol. Ah bah oui, alors,
Jacques Ramade avait trouvé un autre slogan pour Air Inter, c'était « Partez avec Air Inter, arrivez Air Inter ». Alors, puisqu'on vient de parler de Nicolas Sarkozy, un mot aussi sur Ségolène Royal qui rentre de Chine et qui aurait commis quelques bourdes supplémentaires. Alors, celle-là est assez gratinée quand même, il faut le dire. Bon, alors, vous savez qu'elle a parlé des droits humains à la place des droits de l'homme, mais... vous pensez que c'est ça, par exemple, je suis sûr que Bravitude est un lapsus qu'elle a ensuite essayé de récupérer, mais les droits humains, je pense qu'elle l'a vraiment pensé, pour ne pas dire les droits de l'homme. Tu penses qu'il y a de l'homme et de la femme. Oh, mais Bravitude, non, c'est fait Bravitude, exprès. je ne pense pas, je crois que c'est un lapsus. Mais les droits humains, c'est évident que c'est pas une erreur. Elle a voulu justement qu'on cesse de dire l'homme de façon générique. Alors, on a évoqué en Chine avec elle le renforcement des coopérations juridiques donc entre la Chine et la France pour bien faire fonctionner les tribunaux. Et elle a expliqué avec assurance, je cite Ségolène Royal, et c'est là où évidemment on essaie quand même de lui taper un peu dessus parce que là, il fallait quand même être gonflé pour oser dire ça. Elle a dit « J'ai rencontré un avocat qui me disait que les tribunaux chinois sont plus rapides qu'en France. » Vous voyez, avant de donner des leçons aux autres pays, regardons toujours les éléments de comparaison. Ah bah oui, ça c'est sûr que la justice est plus rapide en Chine. C'est ce qu'on appelle une justice expéditive. Je suis pas sûr qu'il veuille cette rapidité-là chez nous. Alors qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Oh, j'ai craché par terre. Dans les camps. Là, c'est une bourde quand même. Oui, ça c'est une vraie bourde. Ça c'est une vraie gaffe. Faut quand même rappeler que la Chine est le pays où on exécute le plus à mort de tous les pays du monde. Vous, Gérard, vous connaissez la Chine, vous êtes... Je la connais bien, oui. Est-ce qu'il y avait un comité d'accueil quand vous êtes arrivé à l'aéroport? À l'aéroport, non, mais j'ai rencontré un certain nombre de Chinois avec beaucoup de sympathie. Non, il n'y avait pas de comité, je suis pas une personnalité. Ça explique les vieux pulls que porte toujours Gérard Miller. On appelle ça un Shanghai. Et tu as rencontré des femmes un peu en Chine? J'en ai rencontré, oui, bien sûr. Il paraît qu'elles sont obligées de se faire le Mao, c'est vrai? Est-ce que tu as réussi à prendre la main ou à draguer un peu? Impossible Pas du tout, de draguer j'étais en avec Chine. ma compagne, tout ça s'est passé Mais de on façon a du mal à absolument croire. classique. Moi, j'avais été J'ai un avec petit un sourire comme ça. Mais c'est le sourire que nous n'avons jamais eu l'occasion de faire l'amour ensemble, c'est le sourire que j'ai dans les moments de joie intense. Mais tu sais que si c'est tu mon veux. rêve le plus. C'est un de mes vœux pour 2007. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Non. Dans mes vœux pour 2007. D'aller en Chine. De faire l'amour avec Gérard Miller. Oui, en Chine. Et la Grande Muraille, alors vous l'avez visité, Bien la sûr. Grande Muraille? La Grande Muraille, c'est extraordinaire parce que vous vous dites, je vais faire la Grande Muraille. Donc vous arrivez dans ce lieu absolument imposant. Et la Grande Muraille, elle est, il faut bien dire, très traviole. Et vous dites, vous commencez à avancer. Vous commencez à avancer, disons, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Déjà, au bout de 30 mètres, je vous assure, vous êtes fatigué. Il y a une chaleur terrible. Il faut grimper, descendre, grimper. Vous dites, je vais faire quand même un peu plus que 30 mètres. Et en général, vous faites 200, 300, 400 mètres. Au bout de 400 mètres, vous êtes épuisé. Et vous apercevez à ce moment-là, au loin, qu'il y a quasiment plus personne. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font la Grande Muraille font quelques mètres sur la Grande Muraille, tellement c'est épuisant. Et donc, je n'ai jamais vu quelqu'un, évidemment, faire 1 heure ou 2 heures sur la Grande Muraille. Il y en a certainement des courageux, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est sans doute le monument du monde le plus épuisant à faire. C'est-à-dire que ça demande quand même beaucoup de bravitude, quoi. Exactement. Ça vient de là? Il y a des femmes d'ailleurs qu'on a surnommées comme ça, qui sont infranchissables. Muraille Robin, par exemple. J'ai au téléphone monsieur Armand Pujal, caissier général de la Banque de France, qui a accepté de répondre à quelques questions. Bonjour monsieur Pujal. Bonjour monsieur Ruquier. Et si nous avons eu envie de vous appeler, c'est parce que on nous a annoncé il y a quelques jours dans la presse, et on a quand même encore un peu de temps devant nous, mais quand même, méfions-nous, que nous avons jusqu'au 28 février pour transformer, au cas où vous en auriez encore autour de la table, les Pascal, les billets de 500 francs en euros. C'est-à-dire qu'il y a encore près de 3 millions, c'est assez important, 3 millions de billets de 500 francs qui restent à échanger. Ça correspond à peu près à 200 millions d'euros qui vont être remis en circulation. C'est-à-dire que ces billets de 500 francs que les gens ont encore peut-être planqués sous leur fameux matelas, c'est une image, eh bien, ils vont devoir, si vraiment ils tiennent à garder cet argent, ils vont devoir les transformer en euros avant le 28 février, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Le 28 février 2007. Mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient encore attendu pour changer leur billet de 500 J'ai une francs? petite idée. Bon. Oui. Chirac. Ça doit pas être de l'argent quand même très clair, non? Alors, réponse. Écoutez, je crois que tout d'abord, c'est vrai, il y a 2 700 000 billets de 500 francs qui n'ont pas encore été remboursés. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que ça représente quand même que 1% de l'ensemble des billets de 500 francs qu'on avait émis. Donc déjà, il faut relativiser. 1%, c'était au total 270 millions de billets qu'on avait de 500 francs Pascal. Donc déjà, ça fait 1%. Alors 1%, vous me direz, c'est pas négligeable, une coupure de 500 francs, on l'ignore pas, on la dégare pas, on est bien. Bien, je vous dirais oui, monsieur Ruquier. Effectivement, quand on nous ramène des billets mutilés à la Banque de France, on s'aperçoit que, tous les cas de figure, les gens, surtout un billet de 500 francs qui était souvent thésaurisé, c'était une coupure qu'on mettait de côté pour, et pas
épargner pour l'avenir. Et donc très souvent on le cachait dans les lieux les plus bizarres. Et on oubliait. Et on oubliait, tout simplement. On a des cas de figure où on a des billets mutilés qui nous reviennent, qui étaient dans des gazinières, qui étaient dans des armoires. Oui, absolument. On a tous les cas de figure, si vous voulez, pour dissimuler ces billets. Et puis tout simplement, le temps passe. C'est un billet qui a 40 ans d'existence, si vous voulez. Et donc on oublie. Et puis les personnes quelquefois disparaissent. Et puis les héritiers, alors font des découvertes surprenantes dans des armoires, sous des draps. Et je vous dis dans les lieux les plus surprenants. Alors, est-ce que c'est anonyme? Oui, absolument. C'est une coupure. Le billet, comme vous le savez, le porteur, c'est anonyme. Il n'y a pas de. Mais quand les gens vont se présenter à vos guichets avec de l'argent en espèces, vous ne demandez pas leur nom et leur adresse. Alors là, tout dépend. Tout dépend du nombre de billets présentés. Parce qu'elle a dit j'ai des go billets. Absolument. Si c'est une personne. À partir de combien de billets est-ce que la Banque de France est très vigilante là-dessus. Si vous voulez, tout dépend de si vous venez avec un billet, 2 billets de 500 francs, 3 billets de 500 francs, ça pose aucun problème. Maintenant, si vous venez avec des montants qui sont supérieurs, il y a des règles précises. À ce moment-là, on vérifie l'identité de celui qui remet les billets. Alors, à partir de combien vous vérifiez? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. C'est l'équivalent, si vous voulez, de 50 000 francs. Je parle en francs. Donc là, on parle des pascals, des billets de 500 francs. On parle des billets de 500 francs. Jérémy? Oui, si on peut échanger les pascals, il y a un certain Patrick Dessay de France Télévisions qui voudrait en échanger un. Attends, j'ai pas compris. Le Pascal Sevran. Bien sûr. Ah oui, Patrick de Carolis. Donc. C'est anonyme, on peut pas dire ça. Ah oui, il veut échanger son Pascal, mais est-ce qu'il a encore de la valeur? Alors, un billet de 500 francs, ça vaut combien? Ça vaut à peu près 76 €. 76 €. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais c'est vrai que ça le fait moins. Oui, quand c'est un billet de 500 balles, c'est génial. Un billet de 76 €, d'un seul coup, ça te paraît minable. Est-ce que je suis le seul à qui est arrivé ce sentiment-là? Je retrouve encore parfois des billets en francs, et au moment où je les reçois, je n'arrive plus à savoir ce que c'est que ce billet. Je n'arrive plus du tout à convertir. Il faut que je réfléchisse longtemps pour savoir le prix que ça représente, alors qu'on a tellement, en tout cas notre génération, eu ces billets sous les yeux. Mais aujourd'hui, avec les euros, je n'arrive plus à connaître ces billets-là. Mais alors, ce que je comprends pas, attention, parce que c'est pas valable pour tous les billets de 500 francs, c'est qu'il y a des billets de 500 francs Pierre et Marie Curie qui, eux, sont encore valables jusqu'en 2012. 2012. Jusqu'à 2002, 17 février 2012. Mais vous pouvez les faire rembourser dès à présent. Mais pourquoi il y a une différence? Je vois pas quelle différence. Oui, parce que, si vous voulez, ces billets ont été privés du cours légal à des dates différentes. Et c'est 10 ans après la privation du cours légal qu'on a la date limite de remboursement. Donc un billet de 500 francs avec un Pascal, faut vite aller l'échanger avant le 28 février. Ah oui, là vous avez que quelques semaines. Les Delacroix. Si on a Pierre et Marie Curie, on peut attendre jusqu'en 2012. Vous pouvez attendre jusqu'en 2012. Les Delacroix, c'est 2009, par exemple. Les Montesquieu. Delacroix, les c'est 100. Montesquieu, c'est 2008. Faut peut-être dire les valeurs. Delacroix, c'est 100 francs. Montesquieu, c'est 200 francs. Il y a les billets Gustave Eiffel aussi. C'est 200 francs. Oui, Eiffel, pour dire alors, Eiffel. Si vous c'est les billets qui sentent sous les bras. Oui, c'est ça. Attendez. Et une autre question. Oui. C'est la monnaie. Parce que moi, j'ai pas de billets, mais j'ai plein de monnaie. J'en trouve sans arrêt. C'est fini. C'est fini, la c'est fini depuis 2005, depuis février 2005. Bon, alors donc on va venir vous voir, monsieur. Est-ce qu'on peut faire ça en douce? Parce que maintenant qu'on a votre téléphone, monsieur Pujal, et que vous êtes caissier général de la Banque de France, on se donne rendez-vous à un coin de rue, on fait les échanges? Ah non, non, vous allez au guichet de la Banque de France, dont la liste est reprise d'ailleurs par le Parisien libéré, si vous voulez, pour l'Île-de-France. Il est plus libéré, depuis une quinzaine d'années. Et donc vous verrez, vous aurez des... Monsieur, vous devez échanger votre vieux Parisien libéré contre un Parisien aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Car le Parisien libéré n'a plus cours. Le Parisien dimanche, je crois. En tout cas, merci monsieur Pujal, vous avez très bien répondu à l'ensemble de nos questions. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Alors il y a une affaire qui embarrasse le Parti socialiste pour revenir à la politique, c'est l'affaire Huchon, monsieur et madame Huchon qui sont au tribunal. Le président du conseil régional d'Île-de-France avait engagé son épouse. Comment ça aurait? Il l'aurait engagé pour un travail fictif. C'est un jugement. Présomption d'innocence, Laurent. Alors ce qui est rigolo, c'est ce qu'on entend évidemment tout au long du jugement où madame Huchon et monsieur Huchon n'arrêtent pas de dire au président « Non mais vous savez, on se parle pas métier. » Donc non, je ne savais pas que ma femme était engagée par le conseil régional. D'ailleurs, je savais même pas que c'était ma femme. On parle pas boulot quand on rentre à la maison. Vous parlez tous boulot un peu quand vous rentrez à la maison, Gérard. Oui, mais écoutez, quand vous défendez comme vous pouvez. Moi, je suis toujours embarrassé quand on rapporte les propos des gens qui sont soupçonnés, parce que parfois, lorsque on est dans cette position-là, on dit des choses qui ont l'air un peu ridicules.
ridicule. Mais la présomption d'innocence aurait-elle été la même dans ta tête, Gérard, Absolument. si ça avait été un maire de droite? Ben absolument. C'est vrai. Alors là, écoute, franchement, Laurent, qui me connaît depuis des années, peut témoigner du fait que quel que soit... Moi, je me rappelle... Et ça va me permettre de répondre à quelques auditeurs qui nous ont envoyé des mails, parce que je les trouve vraiment injustes. Alors, il y a des auditeurs qui hier nous ont dit « Ah, ça y est, vous continuez à taper sur Sarkozy et pas sur Ségolène Royal ». Alors qu'hier, on a été peut-être les seuls à interroger au téléphone le directeur du cours Florent, qui a justement raconté cette histoire sur Ségolène Royal et son fils, qu'elle aurait refusé d'aller jusque dans le 11e arrondissement, elle voulait que ce soit dans le 6e. Alors, arrêtez de nous faire ces remarques-là, ou alors c'est que vous êtes vraiment à fond sarkozyste, au point de même pas entendre quand on commence à critiquer Ségolène Royal, ou comme aujourd'hui quand on cite le procès de Jean-Paul Huchon. Franchement, on va essayer d'être le plus objectif possible pendant toutes ces campagnes et continuer à attaquer tout le monde et dire tout ce qui est dit est fait. Donc voilà. Il y a un mail de François Bayrou, il a dit qu'on parlait pas assez de lui, je crois. Alors François Bayrou, c'est avec TF1 qu'il a des problèmes. C'est vraiment la guerre entre Bayrou et TF1. Mais le couple Huchon, voilà, ils sont devant le tribunal, c'est normal qu'on en parle. Et alors, à propos du couple du Huchon, les mauvaises langues disent que le tribunal leur permet au moins de faire chambre commune. Avec leur fils, avec qui ils bataillent ferme. Paul Huchon. Donc le tribunal correctionnel de Paris, mais le capuchon. C'est pas mal aussi. Mais les arguments de l'accusation, ils ont sorti un menu d'un dîner de gala à Noël où le mari... Non, à Cannes. Un menu d'un dîner de gala au festival de Cannes. Moi, c'est où ce que le j'aime. mari aurait écrit à sa femme, cette année je te promets de t'aimer plus, de trouver du boulot, qu'on travaille ensemble. Et c'est ça l'accusation. Oh là là. Mais parlons un instant aussi de François Bayrou, puisque c'est vrai, il reproche aux médias qu'on parle pas suffisamment de lui. Lui, c'est évidemment manifestement contre TF1 qu'il a une dent. Il faut dire qu'il n'a pas été très malin, le patron de l'information à TF1, Robert Namias, puisque dans le journal du dimanche, et là, évidemment, François Bayrou s'en sert comme argument à juste raison, Robert Namias, voulant répondre aux attaques de Bayrou, a attaqué François Bayrou bille en tête, comme l'écrit Libération aujourd'hui, en dénonçant l'acharnement du candidat UDF contre TF1, et il a ajouté, et ça il aurait peut-être pas dû, Namias, parce qu'évidemment ça ajoute de l'eau au moulin de François Bayrou. Il dit François Bayrou n'a rien d'autre à dire pour exister en ce moment. Ça, c'est pas le meilleur argument du patron de TF1. C'est une très mauvaise interview de Namias, qui était trop agressif. Il n'est pas dans la position, quand on donnait justement à la direction de l'information d'une grande chaîne, il n'est pas dans la position de donner un certain nombre de remontrants, de faire un certain nombre de remontrants. Je trouve que c'était très malheureux. Et puis c'est un classique d'attaquer TF1. Est-ce que Mitterrand, on s'en souvient, n'a pas attaqué bille en tête TF1 en disant à un moment donné, si je suis défait, est-ce que je devrais remettre mon épée à PPDA? Donc c'est une vieille tradition aussi de taper sur TF1 qui est trop hégémonique. Il n'avait qu'à sortir les chiffres de diffusion à l'antenne. Les Bayrou, Sarkozy, Ségolène sont à peu près le même niveau de temps d'antenne. C'est très simple, le chronomètre fait foi. Il n'empêche que Jacques Chirac devrait se représenter parce que les astres lui sont favorables. D'après une astrologue qui a écrit au Parisien, c'est aujourd'hui dans ce journal, elle n'est pas d'accord avec d'autres prévisions astrologiques. Elle s'appelle Caroline Alexandre et elle a téléphoné au Parisien en disant « Attention, le président Chirac a des astres exceptionnels. Jupiter sous le soleil, Saturne en trigone de Mercure. » Et ça en fait de lui une vraie vedette pour les mois qui viennent. Il y a un truc que j'adore chez les astrologues, c'est que ils vous assènent des espèces de vérités comme ça, que de toute façon on ne peut jamais vérifier parce qu'on n'y connaît rien. Le trigone de Saturne. Vous imaginez en plus exactement. Vous vous rendez compte? Il a le trigone de Saturne, vous vous rendez compte? Et là, nous tous on fait, ah oui putain, c'est vrai. Il a le trigone de Saturne, tu te rends compte? Ah là là, il a la Vierge en lune, dis donc, c'est fou ça. Bien sûr, il va devenir président. Écoutez, il a l'air très en forme, à part la voix. Hein. Il a toujours cette voix enrouée comme le... Oui, un peu comme Moustapha. C'est pas parce qu'on a pas la voix enrouée qu'on n'est pas au top. Hein. Jérôme Bonaldi, votre ordinateur n'a pas servi encore aujourd'hui. Non, il n'a pas eu d'utilité. J'ai pas eu besoin de rectifier des mots, des chiffres. Juste avant le flash de 17h, il y a une question que je voulais vous poser en début d'émission, puis je l'ai pas fait, et j'aurais dû, parce que c'est que le retour du calcul mental est annoncé à l'école. C'est une des nouvelles priorités de monsieur Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation. Oui. Il reproche aux enfants de ne plus savoir compter. C'est vrai que maintenant avec les calculatrices, et je voudrais vérifier si tout le monde sait bien compter autour de la table. Par exemple, 12 x 6, Gérard Miller.
12 fois 6, 72. T'avais la technique de reposer la question pour avoir le temps calculé dans sa tête. 72, bien sûr. Parce que je trouve que la table de 12, c'est la table la plus... Non, c'est vrai. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va à peu près. Par exemple, 9 fois 7. Vous m'avez pas dit que c'était Mustapha. 9 fois 7, Mustapha. 63. Bravo. Bravo, non, mais c'est bien. Mais la table de 12, Mais c'est la déjà... table de 12, mais je savais même pas qu'elle existait, moi, la table de 12. Et j'ai vu comment il a fait. Le calcul mental, si tu faisais plus de calcul mental, faisant un quart d'heure par jour, tu te fais 10 et 2 fois. 10 fois Oui, 6, bien sûr, mais plus 2 fois 6. Je n'ai pas souvenir qu'à l'école, on apprenait la table de 12. J'ai plus facile. 2 fois un film de Fellini. 8 et demi. Alors, 2 fois 17. 17. Comme l'heure du flash. Dans un instant, le flash de 17h. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure puisque nous sommes ensemble depuis 16h jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi, Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Peut-être chez Jean-Marc Morandini ce matin, vous avez entendu la nouvelle chanson des Musclés. C'est que les Musclés reviennent. Vous vous souvenez des Musclés, non? Bernard Minet, tout ça. C'est la fête au village. Tout le monde connaît ça. Écoute, non, il n'y a que vous. Voilà, c'est la merguez. Merguez parti. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est Framboisier et tout ça. c'est ça. Framboisier, Papy-René, Bernard Minet, Rémi Ex de Jean Ferrat. et un qui manque. Et alors, ils ont lancé une nouvelle chanson. Alors, d'ailleurs, Jean-Marc Morandini a un tout petit peu menti. Pardon, hein, on fait souvent de la pub pour Jean-Marc et son excellente émission du matin, mais il a dit que c'était une exclusivité. Et je l'ai entendu cette chanson déjà hier soir sur LCI, pour tout dire. Ségolène et Nicolas. C'est la nouvelle chanson des Musclés. À la base, c'était Nicolas et Marjolaine qui étaient transformés en Nicolas et Ségolène. Voilà. Alors, c'est pas les seuls, hein, les Musclés, à avoir eu cette idée, parce que dans l'Est républicain, on nous raconte qu'il y a une boulangerie. Ils se sont rebaptisés chez Ségolène et Nicolas. C'est à on va essayer de les appeler, ce serait rigolo, tiens, d'appeler cette boulangerie. Chez Ségolène et Nicolas, c'est à Méréville, donc j'imagine dans l'Est de la France, puisque c'est l'Est républicain qui nous offre la photo de ce couple de boulangers pâtissiers. Ils ont inauguré leur magasin hier, avec quelques élus en plus, ça c'est drôle, qui ont accepté de venir pour inaugurer la boulangerie Ségolène et Nicolas. On est en train d'essayer de composer le numéro. C'est une bonne idée, non, Gérard? Oui, c'est amusant. Tout ça, c'est plutôt de l'ordre de la paix civile. C'est donc très bien. Mais paix civile, je suis pas sûre parce qu'il paraît qu'il y a des boulangeries qui ont toujours appelé par exemple leur gâteau la bûche royale ou la glace royale et certains consommateurs se plaignent, évidemment le consommateur de droite, en disant il est hors de question que j'achète maintenant une bûche royale. Enfin le couscous Sarkozy ça marche moins bien que le couscous royal. Ah, on a, je crois, en ligne, on va voir si ça décroche dans cette boulangerie chez Ségolène et Nicolas. C'est une belle idée quand même, hein. Est-ce que c'est les Musclés qui servent les croissants? C'est Jackie qui sert avec. Jackie. Voilà, c'est ça. Pas de pitié pour les croissants. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie France Télécom du 03 83 51 39. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Oui, je suis bien chez Ségolène et Nicolas. Je suis le porte-parole de François Bayrou, qui n'est pas content du tout d'avoir encore été oublié dans cette boulangerie. Franchement, qu'est-ce qu'ils foutent un mercredi à pas être ouvert? C'est vrai ça, quand même. Ils sont tellement occupés. Ils font les soldes. Mais non, vous croyez pas si bien dire. Il y a souvent des boulangeries-pâtisseries qui choisissent le mercredi comme jour de fermeture parce que c'est justement le jour où les enfants ne vont pas à l'école et ils ont moins d'affaires. Il suffit que la boulangerie soit à côté d'une école et ils choisissent ce jour-là comme jour de fermeture. Ça, j'ai souvent vu ça, des boulangeries. Il s'y connaît en petit commerce, là, oui, c'est logique. Vous voyez. Tu s'y connais surtout en école, oui, on dirait. Un des gros chiffres d'affaires des boulangers-pâtissiers, c'est à la sortie à 4h30, évidemment, les croissants, les pains au chocolat et les bonbons qu'on achète. Et évidemment, le mercredi, il n'y a plus un client. Donc, fermeture le mercredi. Ça me paraît logique. Et même Ségolène et Nicolas ferment donc le mercredi. On a parlé tout à l'heure de la nouvelle fiancée de William d'Angleterre, la fameuse Kate. Regardez, j'ai des photos là dans le gala. Ils sont superbes tous les deux, hein, la nouvelle princesse. Donc, alors, ils ont un peu peur en Angleterre parce qu'il y avait beaucoup de monde, il faut le dire, hier pour l'anniversaire de cette jeune femme. Je crois qu'il y avait une vingtaine de photographes devant son domicile. Et ils ont la trouille qu'on lui fasse le même coup qu'à Lady Diana, c'est-à-dire qu'elle soit pourchassée par les paparazzi. Et elle est bien, elle est propre sur elle, elle est... Non, elle est sale, elle est dégueulasse, c'est mal épilée. Comment tu veux qu'on Mais non, mais... Elle a pas fait de frasque, elle a pas été prise encore en état d'ébriété, elle a pas volé de mobilette.
Bonne éducation, non? Toi qui sais tout. Il semblerait. Mais il est extrêmement jeune, ce garçon, pour se marier. Surtout, ça sert à rien de se marier jeune, c'est pour finir avec Camilla 30 ans plus tard. Ah non. Alors ça, je vous en prie, ne dites pas de mal de cette histoire que je trouve d'un romantisme échevelé. Je trouve que quand ces deux-là s'aiment comme ça, c'est absolument magnifique. Camilla cette et Prince histoire. Charles. Oh, mais c'est ravissant. C'est comme si Mitterrand, sur la fin de sa vie, avait épousé Catherine Langeais, dont il était amoureux lorsqu'ils étaient jeunes l'un et l'autre. Mais écoute, mais non, parce que tu n'as pas nous n'avons pas la même notion du romantisme. Mais des gens qui s'aiment comme ça pendant 30 ans, cachés. Lui, il épouse une fille absolument ravissante. Et en fin de compte, il est amoureux de celle-là. Je trouve ça très très bon, moi, comme histoire. Si la Belle au bois dormant avait attendu 30 ans pour la réveiller, je suis sûr qu'on n'aurait pas fait rêver des générations d'enfants. Il ne faut pas épouser les gens trop tard non plus. Ça n'a plus le... Non, mais je trouve très bien. Mais moi, je trouve en fait, Camilla, elle ressemble à Lady Diana, mais après le tunnel. Le Paris-Dakar, tout à l'heure, on a parlé de la disparition d'un motard, mais quand même, il faut donner évidemment quelques résultats dans cette course. Et pour ça, on a évidemment notre envoyé spécial, Jean-François Derek, qui est sur le Dakar. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Eh bien, pour cette nouvelle formule, je vais tenter de vous faire vivre jour après jour cette grande épopée des temps modernes. Là, vous parlez du Dakar, parce que c'est une véritable épopée. Alors, vous êtes où actuellement? Eh ben, je suis à Dakar. Mais qu'est-ce que vous faites à Dakar? Les concurrents sont encore au Maroc. Ah bon? Ah ben, on m'a rien dit, à moins... Ah oui, alors dis donc, je comprends mieux pourquoi il n'y a personne ici, alors. À part, évidemment, les Dakarois. Et, alors, vous savez quand est-ce qu'ils arrivent à Dakar, les coureurs? Ah bah, pas tout de suite, hein. Normalement, on dit qu'ils devraient arriver vers le 21 janvier. Le 21 janvier? Eh oui. Oh là, mais qu'est-ce que je veux foutre ici, moi? Bon, alors, écoutez, ça tombe très bien, je vais justement en profiter peut-être pour vous rappeler brièvement les règles du Dakar. Ah bah, pourquoi pas? Alors, donc, c'est une course de voiture, donc, et le premier qui franchit la ligne a gagné. C'est d'ailleurs un peu le principe de toutes les courses, que ce soit à pied, à cheval ou en voiture. Mais alors, c'est pas la peine qu'on vous envoie à Dakar, que ça nous coûte un billet d'avion, pour nous dire ça, franchement, Derek. Oui, d'accord, mais vu que je suis à Dakar, j'allais quand même pas rentrer à Paris juste pour vous dire ça. C'est sûr. Alors, parlez-nous plutôt des préparatifs. Comment va être accueillie la course là-bas à Dakar? Parce que c'est quand même une fête, mine de rien. C'est vrai qu'il y a toute une polémique sur l'organisation du Dakar qui traverse l'Afrique, mais c'est vrai que souvent on voit lors de l'arrivée beaucoup d'habitants de Dakar qui sont très heureux de voir les concurrents arriver. Alors, est-ce qu'il y a une indifférence? Non. Comme vous venez de le dire, là, la course est très attendue et je peux vous dire que toutes les Congolaises sont revêtues de leurs plus beaux atours. Mais attendez, je vous arrête. Dakar est au Sénégal, pas au Congo. Ah Derek. bon? Ah oui. Ah d'accord. Là. Oui, je me demandais aussi pourquoi il y avait tant de Sénégalais au Congo. Eh bien, grâce à vous, le mystère est éclairci. Vous pourriez préparer vos interventions, regardez un atlas, Derek, soyez un peu sérieux. Bon, est-ce que le Dakar est toujours aussi contesté par les écologistes et les altermondialistes? Alors en France, mais pas ici. Alors les Africains, vous savez qu'ils aiment beaucoup les belles voitures. Les enfants sont très contents de voir arriver cette caravane multicolore. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, bon, alors évidemment, il y en a qui vont se faire un petit peu écraser. J'ai les statistiques, il y en a 2 par an, c'est automatique, hein. Mais on sait pas encore qui. C'est un peu la glorieuse incertitude du sport. Oh non, c'est affreux ce que vous dites. Ce qui est terrible, c'est que c'est vrai, mais c'est affreux. Derek, on est en plein dérapage, là. Faut quand même parler de sport avant tout. Alors, qui sont les favoris? J'ai aucune idée dedans, hein. Ah, si, en tête des motos, là, je vois un mec qui s'appelle Coma. C'est un nom à peu près décidé, d'ailleurs, hein. Mais le pire, c'est que c'est vrai, le motard en tête s'appelle Coma. Alors, exact, oui. Bon, votre reportage relève quand même un peu du n'importe quoi, du grand n'importe quoi, même, Derek. C'est pas la peine d'aller à Dakar pour nous raconter ce que vous venez de nous raconter. Écoutez, si, moi, je trouve que c'est une très bonne idée de m'envoyer sur des rallyes. Et d'ailleurs, je vais enchaîner sur celui de Monte-Carlo. Ah oui, pourquoi le rallye de Monte-Carlo? Parce que cette année, c'est un rallye spécial. Il n'y a qu'un seul concurrent, c'est Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, oui. Alors, il part de Belgique, après, il passe en France, il prend l'argent, étape en Suisse, et le but, c'est d'arriver à Monaco. Merci Jean-François Derek. Merci. Reportage sur le Dakar. Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Et on va se gêner depuis 16h jusqu'à 18h. Et au téléphone, Memona Interman. Un nom qui vous dit sûrement quelque chose si vous regardez régulièrement l'actualité et les informations à la télévision, et plus précisément sur France 3, puisque Madame Interman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 3, c'est bien ça? C'est bien ça. Je vous ai vu encore il n'y a pas très longtemps. Vous étiez où déjà? Je me souviens plus. Liban.
Au Liban, sûrement, voilà. Et c'est vrai que vous êtes généralement à travers le monde, reporter spécial, envoyé spécial. Mais Mona Interman, si vous avez accepté de nous parler aujourd'hui, c'est aussi parce que vous publiez un livre chez Jean-Claude Lattès qui s'appelle Tête haute. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous êtes né à l'île de la Réunion, il faut le dire, d'un père musulman et d'une maman créole d'origine bretonne et catholique. Hein, ça fait un curieux mélange, tout ça. Mais que vous devez votre parcours, dites-vous, à l'école républicaine. Et c'est un peu l'objet de votre bouquin, c'est bien ça ? C'est tout à fait vrai ce que vous avez dit. Je dois mon parcours à l'obstination de ma mère d'abord, qui est une femme analphabète. Ma mère ne pourra pas lire mon livre, mais j'ai des nièces qui pourront le lui lire. Mes frères ne pourront pas lire le livre non plus, parce qu'ils ne savent pas lire. Mais ce sont des gens absolument intelligents, et puis ils ont compris qu'ils devaient être probablement les premiers de cordée. Je suis la 6e des 7 vivants, mais la 10e sur 11. Et mes frères sont allés travailler dans des champs avec une pioche. Et le jour où je suis allée me présenter au concours, parce que je me suis présentée à un concours, c'est pas la promotion canapé, ni la... Comment vous appelez ça, la discrimination positive ? Oui. Pas du tout. Non. Lorsque je suis allée me présenter au concours à Saint-Denis, l'un a payé mon billet de bus, l'autre m'a acheté ma robe bleue à volant et j'étais magnifique. Et bon, je me suis rendu compte tout de suite que par rapport aux enfants des sucriers, les sucriers à La Réunion sont des gens qui possédaient l'île d'une façon ou d'une autre, de la politique, l'économie, puis tous les réseaux créoles blancs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des blancs à la télé. Et j'étais comme ça la première journaliste réunionnaise, belge, disons, à être recrutée, et en plus par concours. Alors voilà. Concours, et ça a fait boum, quoi. Né donc d'une maman catholique, d'un papa musulman à La Réunion. À travers votre livre, évidemment, vous abordez tous ces sujets qui sont au cœur du débat politique ça que le livre, en ce moment. Immigration, oui, et je l'entends parce que donc qu'est-ce que vous êtes bavarde. Bavarde, c'est comme ça. J'étais élève bavarde à l'école et j'en ai fait un boulot. Vous aussi. Immigration, racisme, passé colonial. Jérôme Bonaldi a lu votre livre qui s'appelle donc Tête haute, parce que vous n'avez justement jamais baissé la tête pendant tout votre parcours. Ce que vous venez d'entendre de Mona Interman là, au téléphone, c'est exactement son bouquin. Il y a énormément de choses, et surtout cette façon de parler d'abord de la République, de l'école de la République. C'est quand elle dit qu'elle était la première réunionnaise à parler à la radio, à la télévision de la Réunion. C'est vraiment ça. Hein. À l'époque, c'était que les sucriers. C'est la première Yab, c'est la petite Déo là. Dites-le, puisqu'on vous écoute beaucoup et qu'on se sert de vous comme référence. Dites-le que c'est interdit de brûler les écoles, c'est interdit de toucher aux enseignants, c'est un crime. Sans Madame Dambel, sans Madame Prunière, je serais où aujourd'hui dans un champ de canne à sucre. C'est ces institutrices de l'époque. Alors, il y a, moi j'adore, parce qu'elle parle, vous avez des mots assez durs sur l'ORTF et sur les confrères journalistes, entre guillemets, qui sont formidables. Et derrière, cet amour de la France, il y a un truc barjot, on s'imagine cette fille totalement, enfin, ex-gauchiste, enfin, accusée d'être gauchiste à La Réunion, parce qu'évidemment, elle donne la parole à des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, dans le genre les Malabars, les hindous, les musulmans, etc. Et elle se prend d'amour pour Michel Debré. Je trouve ça génial. Michel Debré, mais vous l'imaginez toujours avec l'entonnoir sur la tête. C'était un type très tendre. Mais je précise que lorsque je l'ai rencontré sur une estrade électorale à Saint-André, avec des noirs, des jaunes, des verts tout autour, lui était heureux. Par rapport à pas mal de gens de la Réunion, de la politique, qui se sont mis plein les poches sur votre argent, vos impôts, ce type-là, il avait les mains propres. Et elle est comme ça partout dans son bouquin, ça part dans tous les sens. C'est génial. C'est un bouquin très très agréable et assez enthousiasmant. Mais Mona, 10e de 11 enfants, dont 4 frères qui sont morts. Le petit garçon elle avait une paire de chaussures, une robe quand elle va jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire à 90 km de là, à Saint-Denis, pour faire ce concours de l'ORTF local. Après, elle monte à Paris. C'est un vrai beau bouquin à lire, à la fois, pas seulement parce qu'on est réunionnais et antillais, mais parce qu'on est de la première ou deuxième génération. Dans les banlieues, faut le lire. Ouais, enfin, Jérôme, c'est Saint-Denis de la Réunion, c'est pas la rue Saint-Denis. Précisons. Vous êtes en train de devenir un pays créole ici. Il faut qu'on marche ensemble. Je suis désolée, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis mise à raconter tout ça pour avoir le droit de dire ici à d'autres qui en ce moment sont en train de crever de désespoir avant tout, qu'il faudra prendre la place, qu'il faudra simplement probablement en crever, mais il n'y a pas d'autre voie. Et les blancs d'ici, ceux qui sont originaires d'ici, n'ayez pas peur. Simplement, il faut que chacun y mette un peu du sien. Et je ne crois pas que les Français soient des gens racistes. C'est un beau discours, en tout cas. Oui, moi, j'aime beaucoup votre enthousiasme. Mais c'est quoi ce concours de l'ORTF? C'était quoi?
dans les années 70. On est à La Réunion. Il y a encore les séquelles de l'Algérie. Et le type qui arrive sur place, comme patron de l'ORTF, à qui vous rendez hommage, se dit, si on continue à faire que des Blancs qui parlent à tous les autres, on va faire comme l'Algérie. Il faut absolument que les Réunionnais parlent en réunionnais. Et pour la première fois, c'est un truc dingue. Il fait un vrai concours qui n'est pas truqué, où ils envoient les copies à Paris, ouvert à tous, pour faire 2 journalistes réunionnais qui vont parler de la Réunion. Un truc totalement dingue. Il n'y avait que les oreilles à l'époque. Il n'y avait que les métropoles. Qui venaient nous parler du volcan, de la coupe de la canne à sucre, de la révolte des dockers au port de la Pointe des Galets, et il n'y avait pas de Réunionnais. Et ce type-là, Cologne, c'était un grand gaillard. Je pense que c'était un mec de l'Ouest. D'ailleurs, je suis absolument certaine, d'une certaine façon. Et lui, il s'est dit, merde, mais si, à La Réunion, on ne fait pas quelque chose, ça va devenir comme l'Algérie. Le livre est comme ça, hein. Elle ne s'arrête jamais, hein. Et le livre est comme ça, alors. Et on va quand même laisser à nos auditeurs, aux auditeurs d'Europe 1, le soin de découvrir l'essentiel du contenu de votre livre. Ça s'appelle Tête haute, c'est chez Jean-Claude Lattès. Moi, j'ai une dernière question, c'est sur votre nom. D'où vient ce joli prénom, Memona? C'est un prénom indien. Il y a des consonances un peu partout. Quand je suis allée en Afghanistan, ils étaient ravis parce que c'est comme Jacqueline pour eux, Memona. Ça existe aussi dans les pays du Maghreb. Mais mon père devait être ivre-mort ce jour-là parce qu'il est allé me déclarer d'abord le 19 janvier alors que je suis née le 18. Et ensuite, lui voulait m'appeler Momine. Et dans la famille, personne ne m'appelle Memona. Alors, quand on m'appelle Memona, moi je me retourne parce Charlotte. que c'est pas moi. Je déteste ce prénom. Memona, appelez-moi Momine. Memona, je suis là, c'est Charlotte. Oui, Charlotte. Mais moi, c'est l'autre partie de votre nom qui m'intrigue. Interman. Interman. Alors, en première noce, j'ai épousé monsieur c'est votre qui nom de était femme. d'origine suisse, alsacienne, etc. Ah, voilà, d'accord. Parce que je disais que j'étais plutôt de chez moi qu'un nom musulman. Non, mais mon nom de jeune fille, c'est Afégie, ça c'est du pur indien, pur sucre. Gérard a l'air d'avoir envie de lire votre livre, en tout cas, Miller. J'ai envie, et vous serez d'accord pour dire que coupiez zimanti ptiesa zétalon. C'est-à-dire, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est très joli parce que au début de chaque chapitre... Coup de pied de ciment, il ne tue pas les talons. Ta gueule! Attends, mais Mona Interman, c'est pas possible. Jamais vous laissez quelqu'un terminer une phrase. Je disais, au début de chaque chapitre... Je crois qu'on s'est trompé. C'est Madame de Fontenay qu'on a au téléphone. Mais, au début de chaque chapitre du livre de Memona, il y a des petits proverbes en créole. C'est un assez livre de joli. 4000 pages, hein, on rappelle. Regardez comme c'est joli ce proverbe. Tortue, il voit pas son queue. Ce qui veut dire, on ne voit pas ses propres défauts. Pardon pour cette intervention un peu brutale. C'était de l'humour, évidemment. En tout cas, on a été ravis de parler de votre livre, Memona Interman. Vous êtes une fille de la République, comme le titrait Le Parisien le week-end dernier. De la République, absolument. Et c'est grâce à ce journal. Et c'est grâce à ce journal que j'ai eu l'idée de parler de votre livre Tête haute chez Lattès. Je veux juste dire que j'étais très content d'être invité dans l'émission de Memona, voilà. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jérémy Michalak, Gérard Miller, Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi. Memona Interman est partie, hein, autant le dire. Mais elle parle encore, on a raccroché mais elle continue de parler. Mais Serge Liado est au téléphone pour le quiz que nous vous avons donné hier. Bonjour Serge, vous pouvez rappeler quand même de quoi il s'agissait? Il s'agissait de chansons comportant les mots « bonne année ». Oui. Avec 9 interprètes à la clé. On en avait trouvé pas mal, hein. Oui. 7. Bébé Lily. Et on avait calé sur une. Non, j'étais pas Michel Thor, justement. Elle va nous le dire. Ah, comment ça, il va nous le dire? Vous parlez de... Vous savez qu'il a été opéré pendant les vacances? On donne la réponse en écoutant le quiz. Alors ça, c'était Bébé Lily. Celle qui manquait, Sylvie Vartan. Beaucoup moins de peine que de joie. Bonne année. Henri Salvador, évidemment. Amis, bonne année. Encore une de finie. Bonne année, pauvre conne, bonne année, pauvre con et patati, patati. Philippe Catherine, qu'on reconnaît. Santé, bonne année, bonne chance, bonheur et santé. Vivons à l'espérance, vive la gaieté. Ça, c'était Guy Béard. Il fallait retrouver Guy Béard. Henri Dess, qu'on avait trouvé hier. Bonne année, grand-mère. Tous mes vœux au monde Maurice entier. Chevalier. Bonne année, messieurs, dames. Bonne santé, bon travail, bon amour.
On avait aussi déjà identifié hier Raphaël. Une bonne année pour vous, pour la terre entière. Et Bourvil pour terminer. Tous nos meilleurs vœux de bonheur. La gagnante est donc Nadine qui avait trouvé les 9 noms qu'il fallait identifier. Bravo à elle. Alors, on n'a pas dit ce qu'elle gagnait hier, on lui a rien offert. Alors, mais non, parce que c'est Nadine de Rothschild, on sait pas. Besoin de rien. Alors, moi, je peux plus offrir de place pour ma pièce parce que là, ça y est, c'est fini à la Renaissance. Ils sont partis en tournée, Francis Perrin et Virginie Lemoine. Moi, je lui offre 2 places pour le spectacle de Jean-Luc Lemoine. Voilà, au Théâtre Le Temple, il était là hier. Et je suis sûr que Jean-Luc Lemoine sera ravi. Moi aussi, moi j'en j'ai rajoute 2 apporté aussi. un cadeau. Je savais qu'il y aurait des cadeaux. J'ai apporté le CD, DVD de quelqu'un que j'aime beaucoup, un chanteur, Serge Udgeroyo. Tu connais pas Jean Ferrat, tu connais encore moins sans doute Serge Udgeroyo. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un poète, un rebelle, et il sera d'ailleurs à l'Européen. Pas de bol pour Nadine. T'es sûr qu'elle en veut ou pas ton cadeau? Allez, moi j'offre 2 places aussi. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour Marcel Amont qui fait son Olympia, un grand retour la semaine prochaine. Marcel Amont à l'Olympia, 2 places. Voilà pour Nadine. Il y a des places pour les gens qui sont pas d'accord. 2 places pour Justin Timberlake. Ça me fait plaisir. Bravo en tout cas pour ce quiz d'hier. Serge Liado, on vous dit à demain. Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui? Je me lève. Et je vous demanderai de vous lever tous pour... Danette. Exactement. Oh non. Mais attendez, on va pas faire de la pub pour Danette. Eh ben, alors pour les desserts chocolatés à base de lait, oh là là. C'est le mercredi, le jour des enfants, et pourquoi pas faire un truc nouveau pour leur faire manger des fruits. L'idée, c'est vous prenez cette fameuse dessert chocolaté à base de lait, vous le passez au micro-ondes, pas dans l'emballage d'origine, pendant 2 minutes, et tu te sers de la vieille fondue. Tu enlèves les traces d'huile qu'il y avait avant, fondue bourguignonne, fondue savoyarde, et ça fait un chocolat chaud. Une sorte de fontaine à chocolat, une fondue au chocolat. Tu découpes il y a une petite bougie en dessous. Là, il faut lui dire. Il vient de se brûler. Moustapha est en train de se brûler. Non mais Moustapha, t'es comme des imbéciles d'enfants. Tu prends le morceau de expliquez pour les auditeurs. Il y a évidemment quelque chose qui chauffe. Et j'ai vu Moustapha arriver, mais comme l'enfant de 4-5 ans maximum, mettre sa main, mais à plat. Le pire, c'est que j'ai envie de les retoucher. Il vient de découvrir la signification du mot chaud. C'est la main qui est fondue maintenant. Et alors c'est Danette qui fait une fondue au chocolat en fait. Voilà, c'est tout bête, c'est une recette. On peut pas faire plus simple, mais ça permet de faire manger des fruits aux gamins. Alors j'ai une question, c'est un nouveau produit ou non? La bonne vieille que tu as acheté hier dans le supermarché habituel. On trempe des fruits dans le chocolat. Voilà, comme une fondue. Et le petit matériel, alors il est vendu par Danette? Oh, vous pouvez le trouver, mais on peut se brûler avec. Faut faire c'est un service à fondue. Ça c'est pour les gens de France Loisirs qui ont acheté la moitié d'un livre. Comprenne qui pourra, mais c'est comme quand tu perds à pyramide. Parce que elle est vraiment petite votre. C'est pas parce qu'on est que 6, mais si vous faites un déjeuner ou un goûter d'enfant, vous en mettez beaucoup plus. J'ai un truc à vous montrer. Vous n'avez pas aimé mes boissons. Avant-hier, je vous ai proposé le Coca à 0, vous n'avez pas voulu. Non. Hier, je vous ai proposé le Coca. Vous avez trouvé ça répugnant. Non, Jérôme, franchement, là, ce n'est pas gentil de ta part. Parce qu'elle voulait vraiment être polie, Charlotte. Oui, vraiment. On a vraiment essayé. On était pour ce truc-là. Tu vois, on était complètement dans une espèce d'énergie altermondialiste super positive. Et on a goûté. Parce que c'était un produit équitable, hein, rappelons-le. Voilà. Donc on a tout fait pour aimer. C'est pas incompatible avec dégueulasse. Mais non, mais ce qui n'était pas équitable, c'est qu'il y en a qui n'ont pas osé goûter. Tu voulais mélanger avec de l'alcool. Et alors là, vous nous amenez du lait. Du lait, ouais. Le lait de jouvence. Là, ça va opérer un peu plus. Ça s'appelle jour après jour, 7h chez Lactel. Oui. C'est le lait qui vous fait rajeunir. Le G. Ça, c'est on avait du lait qui était bêtement du lait. Et maintenant, le lait qui fait rajeunir. Oui, une promesse de jeunesse. Partenaire jeunesse, sa formule anti-vieillissement à base de vitamine D, de vitamine A, de magnésium. Vous allez faire croire que boire ce lait va nous rajeunir. Oui. Ça vous empêchera de vieillir plus vite que d'habitude. Vitamine D, vitamine A, magnésium, fibres, amélioré avec la vitamine E qui lutte contre J'ai le slogan pour votre truc, le lait qui rend beau. C'est pas mal. Il y a du sélénium, il y a du zinc. En gros, si vous êtes senior, si vous commencez à dire tiens, je commence à vieillir, prenez un peu de ce lait-là. C'est en vente en demi-écrémé et en écrémé. Vous allez retrouver, vous allez vieillir beaucoup moins vite. D'ailleurs, je remarque que Moustapha, très aimablement, en sert un petit verre à Gérard Miller et à moi. Je sais, mais je goûte pas. Tu sais, Moustapha, que Gérard et moi, on t'emmerde. Allez, un peu de musique avec Amy Winehouse. C'est une chanteuse anglaise. Elle sort pour
la première fois un album en France, ce sera fin février. C'est un coup de cœur de la programmation d'Europe 1 que je vous propose de découvrir en même temps que moi, mais je fais confiance à ceux qui établissent cette playlist Europe 1. Amy Winehouse. Oui. Une nouveauté, donc Amy Winehouse. Rehab. On se retrouve après. Oui, quoi? Non, on a goûté le lait qui rajeunit de Jérôme Bonaldi, ça marche pas du tout, n'est-ce pas Gérard? Ah non, pas du tout. Allez, on se retrouve après quelques pubs, comme j'allais le dire. Laurent Ruquier et toute sa bande. Michalak, Mustapha, Bonaldi, Turkheim. Ah, oui, j'ai progressé en 2007. Je ne dis plus de Turkheim, mais Turkheim. J'ai compris qu'il fallait oublier. Et en plus, vous prononcez à l'alsacienne. La particule. Bien. Et Gérard Miller. Gérard qui chaque semaine va nous présenter un magazine, un journal ou une revue qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que dans les kiosques, il y a des tas de revues. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans un kiosque, on se dit, mais comment ils font les pauvres kiosquiers avec ce nombre de revues incalculables? Il y en a plein qu'on connaît pas. New Look, Playboy, Haute Vidéo, c'est des trucs qu'on connaît pas, quoi. Mais Gérard, c'est plus sérieux ce que vous nous présentez. Alors, écoutez, j'ai été donc chez mon marchand de journaux. J'ai regardé, vous savez, là où personne ne va jamais, et je suis tombé, c'est le premier magazine que je vais vous présenter, sur un numéro 1, donc là je suis sûr au moins que personne ne le connaît, qui s'appelle Police Pro, le magazine de ceux qui aiment la police. Ce que j'adore déjà dans le titre, c'est Police Pro, parce qu'on se demande s'il y a un police amateur. Ça se présente de façon très luxueuse, c'est-à-dire un petit peu format un peu plus grand que Le Point ou que l'Express, ça coûte quand même 6,50 €, et ça en couverture effectivement des policiers. Alors, qu'est-ce que c'est que Police Pro? Eh bien, c'est le bimestriel qui a pour but de montrer en détail, de l'intérieur et en action, les différentes formations de la police nationale et des polices étrangères. Et le programme de l'UMP ou pas dedans? Non, alors ce qui est amusant, c'est grosso modo un magazine où quasiment toutes les photos sont floutées. Parce que où vous avez des policiers et on protège évidemment leur anonymat, ou vous avez des bandits et on protège leur présomption d'innocence. C'est évident que c'est fait essentiellement pour les policiers, ou en tout cas pour les vrais amateurs de police, parce qu'on ne parle strictement que de l'intérieur de la police. Il y a des documents assez impressionnants sur la brigade des stupéfiants, sur le centenaire des brigades du Tigre, et surtout ce qui est très drôle, c'est les publicités. En dernière page, vous avez une publicité, je vous la lis, elle ne sera pas surprenante. Protégez-vous, sortez couverts. Vous pensez Durex? Évidemment, Durex, pas du tout, c'est les gilets pare-balles de classe D. Et il y a d'ailleurs toute une enquête passionnante sur les gilets pare-balles, sur les différentes gilets, et c'est présenté exactement comme on présente la mode dans les magazines féminins. C'est-à-dire que vous avez le gilet pare-balles, modèle 56, présenté avec une paire de menottes MLE 52, Sûreté Nationale, un PA Mac 50, mis en service des 53, etc., etc. Je m'aperçois qu'il y a des tas de boutiques spécialisées extraordinaires, puisqu'il y a des pubs, par exemple, où on peut avoir le célèbre bélier Dynamique Entry quand vous voulez forcer la porte d'entrée. Vous avez par exemple 720 € comparés. Vous pouvez comparer le prix unitaire du gilet pare-balles plus la housse plus le pack balistique. Mais je vois que c'est le numéro 1 en fait, hein, Gérard. Alors c'est le numéro 1. Mais on n'est pas sûr qu'il y aura un numéro 2. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter Police Pro? Je le crois, parce qu'en tout cas c'est fait par les gens qui font le mensuel RAID, c'est-à-dire vous connaissez les RAID, j'imagine que c'est les unités d'intervention rapide un peu partout dans le monde, et ils le disent, nous présentons dans le mensuel RAID les unités de déploiement sous toutes les latitudes des forces armées depuis 20 ans. Donc c'est quand même des magazines qui ont fait leurs preuves depuis un certain temps. C'est vrai que c'est très très spécialisé, puisque on a grosso modo que des enquêtes vues de l'intérieur. Donc on remercie les collaborateurs, c'est tous des policiers, des commissaires, et je m'aperçois en effet qu'il y a un public, je l'imagine assez nombreux pour lire ce type de publicité. Moi j'ai commandé, je dois vous le dire, le Holster Hall 14, les gants d'intervention Oakley, parce que il y a des jeux, il y a des pages jeux. Alors il n'y a pas de page jeux. Est-ce qu'il y a une photo de Nicolas Sarkozy quelque part? Et il n'y a pas non plus de photo du ministre de l'Intérieur. Donc c'est vraiment la police vue par ceux qui la pratiquent de l'intérieur. Et le cadeau d'abonnement, c'est quoi? Un tire-bouchon? Le cadeau d'abonnement, il n'y en a pas pour l'instant de proposé, mais il y a un abonnement. Je peux vous donner le bulletin d'abonnement. Voilà, je vais vous le découper et vous pouvez vous abonner. C'est une formule on en meurt d'envie. 34,50 €. C'est marqué réaliser une économie substantielle. Ne loupez plus de numéro ou vous aurez notre point sur la gueule. Et regarde, il y a un cadeau en dessous. Le mug isotherme. C'est pour le vin chaud, ça. Absolument. Donc c'est le mug isotherme avec marqué dessus au laser Police Pro, la classe. Journal des professionnels de la police. Ça, c'est un journal, un magazine qui va beaucoup plaire à Jérôme Bonaldi. Je crois que vous pouvez, il adore tout ce qui est professionnel. Moi, j'aime bien. Magazine professionnel. Alors, vous lui laissez, hein, Gérard? Je lui laisse. Je vous conseille notamment l'enquête Une journée dans les rues de Paris avec la CS 75. Et puis, vous nous trouvez un autre magazine pour la semaine prochaine, c'est promis? Hier, alors là, pour le coup, c'est du vécu, parce que pour la première fois, j'étais le long du canal Saint-Martin, et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose, parce que pour l'instant, je n'avais vu qu'à travers la télévision, évidemment, toute
ces fameuses tentes vendues par Decathlon, rappelons-le, à chaque fois, ça leur fait une pub énorme de tentes installées par l'association des enfants de Don Quichotte. On sait que pour l'instant, les SDF, a priori, veulent pas trop bouger. Ils attendent. Ils croient qu'à moitié... le loyer est pas cher. Hein. Aux promesses, il faut le dire, du gouvernement, même si celui qui était à la tête de cette association, le fameux comédien Augustin Legrand, a appelé les sans-logis, les sans-abri à bouger et à quitter ces fameuses tentes, à lever le campement. Mais pour l'instant, en tout cas, les tentes, elles y sont encore. Une plateforme pour reloger les SDF, titrait Le Parisien ce matin, mais la situation est bloquée dans d'autres villes aussi qu'à Paris, à Nice aussi, par exemple. Ils ne partiront pas, titre François. Et je dois avouer qu'hier, parce que c'est vrai qu'à la télévision, on voit quoi en même temps à chaque fois, forcément, on voit 4, 5 ou 6 tentes. Quand vous êtes Canal Saint-Martin et que vous voyez sur je ne sais pas combien de mètres cette enfilade, j'allais dire cette enfilade de tentes. C'est plus fort que lui. Hein. J'ai pas fait exprès en plus. Mais alors là, ça a vraiment un côté hyper impressionnant parce qu'évidemment, ça on peut pas vous le montrer à la télévision, sauf vue d'avion éventuellement on pourrait. Mais c'est je sais pas sur combien de mètres il y a c'est quasiment sur toute la longueur. Ce qui est très marrant, c'est de voir. Très impressionnant. Il faut l'avoir vu pour le croire. Et je comprends mieux pourquoi effectivement le gouvernement a réagi aussi vite parce que c'est vrai qu'en termes d'image, ne serait-ce que pour la capitale, c'est assez terrible. Et ce qui est terrible avec ceux qu'on appelle les SDF, moi je déteste toujours cette formule, bon maintenant on est obligé de l'employer, c'est qu'ils ne deviennent importants, si j'ose dire, que lorsqu'ils sont en groupe. À quel moment est-ce qu'on parle par exemple des morts de SDF? Non pas quand il y a un mort de ci, de là, mais quand tout d'un coup, effectivement, la même nuit, parce qu'il fait très froid, il y a 3, 4, 5, 6, 7 morts. C'est comme pour les accidents de voiture. On ne parle effectivement de ces drames que lorsque tout d'un coup on peut avoir des grands chiffres. Donc là, il y avait effectivement un grand nombre de temps. Lorsqu'ils sont télévisables, je dirais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'infos. Ah mais le SDF est très photogénique, ça on ne le dit pas assez. Le SDF pose bien. Le SDF est beau gosse. D'ailleurs, François Bayrou tient à signaler qu'il en a marre qu'on parle des SDF et pas de l'UDF. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Les 5 dernières minutes avec Gérard Miller, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha, Jérôme Bonaldi. J'ai une disparition à vous annoncer à l'âge de 81 ans. Iwao Takamoto. Et vous savez qui c'est? Le papa de Scooby-Doo. Bravo, il sait tout ce Michalak. Le papa de Scooby-Doo. Ils l'ont piqué? Il était japonais, américano-japonais pour être très précis. Il avait créé dans les années 60 le célèbre chien du dessin animé Scooby-Doo. Comment c'était la voix? Sammy. Les musclés Scooby-Doo, ça y connaît. Jean Ferrat oublie, mais alors Scooby-Doo, ça passe encore à la télé, c'est un gros succès. Gérard, vous semblez ignorer Non, je ne l'ignore pas parce que je l'ai découvert il y a pas très longtemps effectivement avec Jérôme Commandeur, un jeune artiste avec qui je travaillais, qui faisait ce personnage de Scooby-Doo. Mais évidemment, pour moi, Scooby-Doo et pour ma génération, ce sont les Scooby-Doo. Vous savez ce qu'on faisait. Vous avez connu ça encore. C'est Sacha Distel. Vous mettez les morts déjà. Non, c'était pas du tout. Mais Scooby-Doo, c'était c'est la chanson de Sacha Distel. Laissez-moi parler, laissez les vieilles générations parler. Les Scooby-Doo, c'était des petits morceaux de plastique. Ah oui, ce sont des petits morceaux de plastique. Et alors, vous croyez qu'il parlait de quoi, Sacha Distel, dans sa chanson? C'est de ça dont il parlait. Il chantait des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Et c'était les fameux petits trucs en plastique tortillés, là, et qui sont toujours à la mode, mais qui en font. Mais oui, bien sûr. Il a sorti cette chanson au moment de la mode des Scooby-Doo. S'il faut que je vous fasse un historique de la... je pensais que c'était une façon de parler, que c'était pas du tout, ça renvoyait pas du tout à ces des pommes, des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Tu croyais que c'était quoi, un fruit? Mais oui, c'est ça que vous pensiez que c'était alors. Je ne sais pas, c'était... Regardez, il a l'air idiot d'un seul coup. Non, mais je croyais que c'était une expression qu'il avait attrapée comme ça, mais ça ne renvoyait pas. Non, c'est parce que c'était justement dans les années 60 qu'il y a eu cette mode des Scooby-Doo et que Sacha Distel a évidemment chanté des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Attention, parce que là, on ne parle que de Scooby-Doo, mais pour les plus anciens, il faut savoir que cet américano-japonais, monsieur Yao Takamoto, on a l'impression que c'est inventé en plus, ce nom Takamoto. Monsieur Takamoto, il n'a pas fait que Scooby-Doo, il a fait aussi les pierres à feu. Vous savez, la mère du 17e arrondissement. Ça, c'est encore plus vieux. Je suis sûr que ça date des années 50, les pierres à feu. Dites, il y a des affaires curieuses, là. Je vois, et on va terminer avec ça, dans le Parisien, qu'à l'email Brévannes. Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, hier, il y a un éboueur qui a été blessé par un automobiliste fou, furieux. Il était encore 7 heures du matin. Et le type, avenue du président Wilson à l'email Brévannes, d'un seul coup, est sorti de sa voiture.
voiture et a voulu agresser les éboueurs. Et alors je lis, et c'est ça qui me paraît curieux, c'est que en même temps, là c'est dans Libé, 4 hommes étaient hier en garde à vue pour violence volontaire après l'agression dimanche de 2 éboueurs dans le quartier du Marais à Paris. Y aurait-il un gang et un complot anti-éboueurs en ce moment? Non, c'est rien à voir. Là, c'est un automobiliste qui était visiblement excédé à l'email Brévan du camion qui le bloquait alors qu'il allait au boulot. Rue Les Rosiers, dans le quartier juif à Paris, dans le Marais, c'était un peu plus délicat, c'est un peu plus difficile. C'est un éboueur qui était black et c'est, semble-t-il, 4 militants juifs du Bétard qui ont commencé à insulter le type qui ramassait les poubelles. Et qui était black et musulman. Et soi-disant, il ressemblait à Saddam Hussein. Oui, il l'a traité de Saddam Hussein. Je croyais qu'il était mort, Saddam Hussein, ils ont dit. Moi, ça me fait plutôt marrer. Remarquez, parfois, je veux pas évidemment excuser, alors surtout pas évidemment l'agression qu'il y a eu dans le Marais, non plus l'agression dans le Val-de-Marne, mais parfois, c'est vrai que quand on est bloqué derrière un camion poubelle, on a parfois des envies de meurtre. Exactement. Mais on a un petit peu envie qu'ils sortent ces camions. De là à passer à l'acte, je ne dis pas, mais de les pousser pour qu'ils soient broyés par le truc. Non, mais pas jusque-là non plus. Non, jusque-là, mais surtout si c'est Saddam Hussein qui conduit. Parfois, c'est vrai, il faut le dire, ça éviterait peut-être des agressions de ce genre, parce qu'évidemment, personne n'a envie d'aller jusqu'à l'agression, mais parfois, ce serait bien. Alors, c'est vrai que c'est un métier pénible, et que c'est pour ça qu'on se contrôle, et qu'on dit, bon, c'est vrai que nous, on est au chaud dans notre voiture, eux, ils sont dehors, sous les intempéries, à faire ce sale boulot, parce que c'est un sale boulot. Mais parfois, c'est vrai qu'on se dit, s'ils faisaient 4 mètres de plus, les 300 voitures qui attendent derrière pourraient passer. Vous exagérez, Laurent, parce que c'est pas pour défendre les éboueurs, mais je remarque à quel point ils font maintenant très vite leur boulot. Ils font vachement vite. Dès qu'ils peuvent vous laisser passer, ils vous laissent passer. Alors, pas rue de Miroménil. Dans le 11e, ils sont vraiment formidables parce que franchement, je suis impressionné de voir à quel point ils pensent aux automobilistes derrière. Gérard, vous défendez toutes les corporations. Non, je défends pas, mais je suis sensible à ça parce que effectivement, je les ai défendus. Je disais qu'ils faisaient un métier difficile. Je disais que c'était pas facile d'être sous les intempéries. Mais que nous, on va les attaquer alors. Dans notre voiture, mais c'est vrai que parfois, Gérard reconnaissait que parfois, c'est vrai d'ailleurs aussi pour les camions de livraison, hein, s'ils faisaient 3 mètres et qu'ils se garaient, c'est-à-dire que vous faites 3 mètres de plus et vous voyez qu'il y a une place pour se garer. J'avoue que moi je suis en scooter, donc en général ça me gêne pas. Exactement. Mais au moins je défends ces corporations, c'est vrai. Je défends les corporations. Si tu observais bien, tu t'aperçois qu'ils ont quand même pas mal changé. Maintenant, je trouve qu'ils ont pas mal engagé des espèces de beaux gosses qui se la pètent un peu et qui font genre, oh putain, je fais sur le marchepied, etc. Mais c'est un métier très recherché. On va dire maintenant du mal des éboueurs. C'est quand même, s'ils travaillent très vite, c'est parce qu'ils sont payés non pas à l'heure, mais au poste. C'est-à-dire qu'ils font telle rue. Donc plus j'ai fini vite la rue, hop, plus vite j'ai terminé. C'est un métier extraordinaire, tu te lèves tôt, certes, mais à 10h du matin, t'as terminé. Et je sais que dans les boulots d'été, tous les gamins, tous les étudiants, ils rêvent d'être éboueurs. C'est formidable, c'est bien fait. Non mais n'importe quoi. Je vous jure, c'est un métier sûr et fiable. Actuellement, si vous voulez être pistonné, vous connaissez Xavier ou vous faites pistonner pour être éboueur. C'est un métier très recherché. Tous les gamins rêvent de ça. Moi, j'avais des potes qui voulaient être super-héros et tout. Moi, je voulais ramasser les poubelles. On va avoir des mails, vous allez voir. Tout ça ne justifie évidemment en rien l'agression de l'email Brévan. Voilà, on aura terminé avec ça aujourd'hui. On se retrouve demain. Attention à l'horaire, 16h pour On va se gêner.